On cherche un langage. C'est facile de faire du cosplay de marxiste des années 50, de juste reprendre le truc, de dire bon, on va juste faire la même chose, on va dire la même chose, on va penser de la même manière, parce que ça nous convient. Mais quand tu es dans une situation où tu peux juste pas le faire, tu vois. Je veux dire, ce langage ne te convient pas. On a besoin de faire quelque chose, de nouveau. La question de l'esthétique est importante là-dedans. On ne peut pas se contenter de répéter, de faire du larping, de faire du cosplay, de juste dire tout ce qui a été dit dans le passé sera forcément meilleur, plus beau, plus juste, plus vrai que tout ce que tu diras dans l'avenir. Ça va, pas trop fatigué? Là, t'étais récemment avec, à part si t'as la flemme d'en parler, mais t'étais avec Louisa Yousfi à la Villa Médicis à Rome pour... Oh là 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 là. C'est chic, hein. Le papa de Raz. Eh ben, c'est un artiste, hein. Oui. Ça a l'air incroyable le chat, la focaccia. J'étais à Rome pour assister au couronnement du nouveau pape. C'était par hasard, j'ai pu voir ça en live. Ok. Mais en fait, toi, t'as rien vu, tu vois rien. T'es là avec la foule et t'attends. Ouais, j'ai vu les écrans, tu sais, ils mettent des écrans un petit peu partout. Ok, des écrans géants. Des écrans géants dans tout le Vatican, quoi, dans toute la cité du Vatican. Et j'ai vu le pape débarquer, etc. Ce qui est intéressant parce que c'est un pape de l'ordre des Augustins. Et moi-même, j'ai travaillé pour l'ordre des Augustins, figure-toi. À une époque révolue, que j'étais prof à Villanova University, c'est à l'université à Philadelphie. Et c'est leur base centrale, tu vois. Et ce nouveau pape, donc il est membre de l'ordre des Augustins, c'est un ordre, tu vois, chrétien, comme t'as les jésuites, plein, les jésuites, exactement. Et les Augustins, donc ils suivent la philosophie de Saint-Augustin. Et donc moi, j'ai travaillé pour eux, quoi, pendant quelques années. Mais toi, parce qu'on t'a entendu parler de satanisme, etc. récemment sur Internet. Mais toi, t'es croyant? Ou du moins, t'as eu une éducation catholique ou pas du tout? Ouais, j'ai une éducation catholique. En plus, j'ai grandi en Moselle, tu vois. C'est une des régions, enfin un des départements de France. Il y a 3 départements en France, les 2 départements de l'Alsace et la Moselle, où il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État. Ok. Oui, c'est encore, voilà, les prêtres catholiques, les pasteurs protestants et les rabbins qui sont salariés par l'État. Donc, on a les cours de religion à l'école, etc. Donc, il y a quand même une influence chrétienne assez forte dans cette région. Et attends, pas l'islam. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... À l'époque, ça n'avait pas de sens. Ça n'existait pas, du coup, oui, c'était le fait de maintenir en fait le concordat napoléonien, parce que la séparation de l'Église et de l'État s'était faite à une époque où ces régions-là, ces départements-là appartenaient à l'Allemagne, avaient été annexés par l'Allemagne suite à la guerre en 1874, avec Bismarck, je crois. Ouais, c'est ça. 14 ok. Et quand la France a récupéré ces régions-là après la Première Guerre mondiale, si mes souvenirs sont bons, les négociations voulaient que le concordat de l'époque de Napoléon soit maintenu. Voilà. Corrigez-moi si je dis des conneries, mais c'est les souvenirs 1870. Mais oui, c'est Napoléon III. Oui, parce que là-bas, la Lorraine et même la Rhénanie, de l'autre côté de la frontière allemande aujourd'hui, ils se battaient aussi en partie pour les ressources minières, principalement. C'était pas qu'une question d'appartenance historique. Non, ça c'est des légitimations un peu à la Comte. C'est même des textes d'Ernest Renan à l'époque. Tu sais, qu'est-ce qu'une nation? Le texte célèbre sur la définition du nationalisme, etc. C'était ça le conflit. Il a écrit qu'est-ce qu'une nation à cause de cette région-là, en disant les Allemands, ils ont cette conception racialiste de la nation et tout. Il y a même des pages dans le truc où il dit on va pas mesurer les crânes, la blondeur des têtes, etc. pour savoir qui est la vraie race et tout. Et donc c'est pour ça que les Français, ils aiment bien se branler sur Ernest Renan, que c'est pas raciste et tout. Alors que bon, après tu lis le truc, c'est raciste de fou, mais c'est juste pas le même racisme. mais oui, c'est la question, c'est cette même question-là. De toute façon, il y a 2 religions en Moselle, c'est l'héroïne ou la religion elle-même. De toute façon, c'est pour sauver ton âme, il n'y a pas grand-chose. C'est ça la réputation. Il y a aussi les serial killers. Oui, Francis Holm, petite région de Francis Holm, Patrick Dils. Il y en a d'autres encore. C'est vrai qu'on m'avait dit qu'il y avait un cocktail où c'est le. T'as le Nord et t'as la Moselle. C'est les deux pépinières. En fait, moi, ce qui me fascine, c'est que je me demande si en fait c'est vraiment pour la nomination du pape au Vatican, si l'afflux des gens c'est européen ou à l'international, ou c'est vraiment la population du Vatican et de Rome qui est vraiment catholique qui s'y rendent et qu'en fait ça crée un tel afflux. Moi j'étais à l'hôtel, j'ai des potes qui m'écrivent qui me disent oh il y a un nouveau pape, Habemus Papam, etc. Je dis quoi déjà? Tu sais, moi je m'y attendais pas et tout. Je me suis dit je vais traîner au Vatican, voir un peu l'ambiance, etc. Mais je m'attendais pas à assister quand j'étais à Rome, tu vois, dans les 2 jours que j'étais là, assister à l'élection du pape. Normalement ça prend longtemps, tu vois, là c'était l'élection la plus rapide d'un pape depuis des décennies. Non mais c'était drôle de voir dans la rue des moines en sandales courir à toute vitesse pour rejoindre le Vatican. C'est ça le Vatican, c'est qu'il y a une contradiction. T'as l'impression que c'est une société un peu d'époque, quoi. Genre je sais pas, limite du Moyen-Âge qui est resté tel quel et qui a jamais bougé, alors même que l'Église
enfin, ça reste une entreprise enfin, c'est pas une entreprise, mais. Tu sais, moi, c'est le cliché d'une mafia, un peu comme dans c'est un peu ça. Non, mais en plus, j'ai regardé une entreprise et une mafia, oui, voilà, et une multinationale et un État. C'est-à-dire, c'est tous les pires trucs qu'on déteste mélangés en une seule institution, en fait. Mais c'était plus une attraction touristique en réalité que quelque chose d'autre. Après, il y avait beaucoup de gens qui étaient catholiques, qui étaient là, qui s'accrochaient à leur croix, qui vraiment, tu vois, avaient l'impression de vivre un instant. Non seulement un instant historique, si tu veux, mais une manifestation de la grâce, quoi, sur la place. Non, moi, je trouve ça beau. Je continue à voir beau, alors que je peux avoir une défiance de ce que c'est l'institution de l'Église. Même, tu sais, là, il n'y a pas comme tellement. Il se passe quelque chose, quoi. Il se passe quelque chose. Oui, c'est-à-dire vis-à-vis de la religion catholique, en mode il y a un. Ils ont maintenu une espèce d'aura, si tu veux, qui reste efficace. Tu vois, quel que soit tu regardes le truc objectivement. Mais la magie qu'ils ont faite, tu vois, la magie, elle reste là. Quoi, tu vois, mais tu regardes aujourd'hui en Occident. En fait, moi j'ai l'impression que même François Ier, il était argentin. Il s'appuyait aussi sur la société sud-américaine qui est restée grave croyante. En Afrique aussi, tu vois. Bien sûr. Genre, mais c'est peut-être pour ça qu'il pensait que l'autre connard de Cardinal Sarah allait être gagner. Élu. Alors là, moi je voulais n'importe qui sauf le cardinal Sarah. Pourquoi ? Évidemment. Du coup, pour expliquer aux gens un peu. Pourquoi ? C'est parce qu'un noir d'extrême droite, un de plus, ça va quoi. Tranquille. Oui, j'ai pas spécialement envie d'avoir assumé ça. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais en plus que ça, genre en mode le fait qu'il soit noir, ça servait de prétexte à dire non, mais regardez, il est pas comme nous. Et pourtant, il pense comme nous. Preuve que on n'est pas vraiment. Ces citations qui tournaient en boucle. Je dois tout au colonialisme. Sans le colonialisme, je serais un moins que rien. Tu vois, tu lis des trucs comme ça. Tu te dis bon, est-ce que vraiment on a besoin de ça ? Jacques Larence Thomas. Il y a le même jour, tu avais le son de Ye qui est sorti, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc c'était le même jour, tu sais, tu te dis c'est aussi pour ça que je voulais y aller. Tu sais, j'espère que je vais pas avoir la grosse tête du cardinal Sarah sortir, tu sais, alors que je venais juste d'écouter le son à Hitler de Kanye, tu vois. Mais en plus, mais Kanye, lui, enfin, qu'est-ce qu'il en a à foutre ? Enfin, après, c'est pour discuter. Non, c'est juste, tu vois, c'est juste. Est-ce que vraiment notre DA des Renois en 2025, c'est d'être des nazis ? Est-ce que c'est vraiment ça notre destin, tu vois ? Tout à fait. Ça m'aurait un peu sapé le moral. Mais il est de quelle obédience politiquement, le nouveau pape, du coup ? Le nouveau pape, il est vaguement progressiste sur de certains points de vue, mais ça reste, on va dire, un bon gros homophobe, bon gros transphobe, etc. Parce que François Ier, il a quand même marqué l'esprit des gens, et moi je le vois même dans la communauté musulmane, enfin au moins vis-à-vis des gens, j'ai pas fait d'enquête sociologique. Tu sais qu'il y avait vis-à-vis de la Palestine, même vis-à-vis des homosexuels, quand même il y avait un peu, enfin je sais plus, je crois que c'était sur le mariage où il avait dit dinguerie, il y avait une sorte de tolérance. Tu vois, c'est ça, peu comme dans l'islam libéral, tu vois, tu peux dire oui, bon, en fait... le mieux qu'ils puissent faire, c'est un péché, bien sûr. Oui, voilà, c'est ça. Et ça, ils vont jamais le changer, tu vois, il faut pas être Ryan Copium, tu vois, genre, demain... L'homosexualité sera plus un péché. Tu vois, ça sera toujours un péché. Tu vois. Je dis pas que je suis d'accord, mais je comprends. La seule distance que tu peux faire, c'est quel est notre taux de tolérance par rapport à ce péché-là, à quel point on le pardonne, etc. Et le pape François, il avait fait genre, c'est pas si grave. Mais il y a un truc, moi, qui me fascine, c'est et même ça fait plein de TikTok sur YouTube, tout le monde en parle. Tu sais, il y a un truc où les catholiques, ils calquent. Tu sais, pendant longtemps, la religion, l'islam, c'est aussi calqué sur le rapport aux mœurs que pouvaient avoir les chrétiens en France. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une forme de retournement qui est en train de se créer, où justement, tu vois maintenant des catholiques vouloir faire le carême, en sursignifiant un peu, tu sais, je sais pas, certains modèles que tu pouvais retrouver dans le rapport au ramadan que tu peux avoir dans l'islam, etc. Le rapport à la prière, etc. Et aussi le fait d'en être fier, qui était pas hormis si t'étais un catholique d'extrême droite ou de droite, pardon, tu vois, mais qui a grandi à Saint-Germain-en-Laye dans le 78 globalement. Après, je connais pas le reste de la France, désolé, je parle juste pour la banlieue française. Ou alors enfant d'une diaspora croyante, tu vois. Et ça, c'est ce que je comprenais en tout cas. Il n'y avait pas de fierté vis-à-vis de la religion. Et là, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a un retour. Il y a une ferveur en tout cas pour le catholicisme en France, et notamment chez les Blancs, tu vois. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi ? Je trouve ça intéressant, mais t'as raison de dire qu'il y a une espèce de rapport, tu vois, de fascination un peu mimétique vis-à-vis de l'islam, j'ai l'impression. Et c'est étonnant que ce soit le rapport au catholicisme, parce que par exemple, tu vois, le protestantisme, ils ont eu leur réintensification, on va dire, par leur propre biais, tu vois, par tous les types d'églises qui viennent des États-Unis, qui viennent du Brésil, tu vois, l'Assemblée de Dieu, certains types de, comment on appelle ça, de pentecôtisme, tu vois, les types de pentecôtisme des Amériques en général, tu sais,
après avec des théologies vachement bizarres que j'aime pas du tout, tu vois, genre la théologie de la prospérité. Je connais tu connais pas la théologie de la prospérité? C'est une théologie en gros qui dit que t'as même des travaux d'anthropologie. Là pour le coup, je suis pas anthropologue des religions, mais j'ai lu des trucs d'anthropologie là-dessus parce que ça m'intéressait, si tu veux, aussi parce que c'est un phénomène qui est assez fort en Afrique, que plus tu investis dans l'église, tu vois, tu fais des dons, etc., plus tu vas avoir un retour sur tes investissements et que ça va te rendre prospère, tout simplement. Wow. Tu sais, dans la Bible, tu as ce terme de la prospérité. Et c'est vrai. Et tu sais, à l'époque, tu avais cette phase que beaucoup de gens n'ont pas comprise de Gros Dash. Alors là, je te sors des rappeurs d'un temps ancien. Tu connais pas Gros Dash? On peut écouter. Non, c'est un rappeur à l'ancienne, du 91, je crois. Ok. Et il y a cette phase qui est intéressante. Et ça date, tu vois. Donc c'était avant même que... Je pense qu'il est congolais, parce qu'au Congo aussi, c'est fort ce genre de théologie. Je te rassure, comme un pasteur riche. J'ai déjà discuté avec des gens, ils pensaient que c'était genre, ouais, la religion c'est un scam, etc. C'est ça que ça veut dire. Non. C'était une manière de décrire la théologie de la prospérité. Ça veut dire, si ton pasteur, il est blindé, ça veut dire qu'il est choisi par Dieu. Ok. Oui, tu vois ce que je veux dire? Donc, le fait que tu es un pasteur riche, ça prouve que tu es dans l'église où Dieu, il veille sur toi. Tu vois, il t'a mis sous cloche, c'est bon. Et donc là, tu peux aller chez lui faire des dons, il te met en confiance, etc. On est au bon endroit. Okay. On est à l'endroit où... Dieu veille sur nous et tout. Et donc, toi-même, tu vas devenir prospère. Et donc, ça, c'est la manière dont c'est une des manières dont le protestantisme pète un peu partout dans le monde, tu vois, en utilisant des codes assez récents. Mais le catholicisme, il surfe quand même beaucoup sur des gros trucs de droitard bien tradis, tu vois ce que je veux dire, Bolloré, ce genre de trucs. Et c'est pour ça qu'ils en sont tenus peut-être à imiter l'islam, tu vois. J'ai pas l'impression qu'ils réussissent à trouver leur propre imaginaire pour le 21e siècle. C'est un rapport mimétique qui joue vis-à-vis sur on va dire un vide de l'identité. Moi j'ai vu ton passage là, t'es passé dans une émission de jazz. Ouais. Et t'as fait un moment sur le satanisme et le souhait de satanisme. Les gens, si vous l'avez pas vu l'émission, en parlant de religion, même si c'est un peu relié, même si ça l'est pas totalement, incroyable. Moi j'ai adoré, j'ai discuté avec le mec aussi, ce moment-là était exceptionnel. Ah c'est cool, je l'ai pas re-regardé ou quoi, en fait, je sais plus trop ce que j'ai dit. T'es saisi d'un truc sur le satanisme et tu pars dans un truc en mode qu'il y a un avènement du satanisme et t'as un long moment de 10-15 minutes sur ça vraiment et qui est hyper mystique et qui est vraiment... Ouais, mais tu vois, parfois je fais ça à parler à ta place. Satan t'a saisi à ce moment-là, c'était incroyable, c'était vraiment trop bien l'émission. Si vous l'avez pas vue, elle est trop bien, allez la voir. J'irai le voir. Mais ça finit un peu sur ce sujet-là, tu vois, sur remplacer une mystique par une autre, etc. Et pourquoi, enfin, trop bien. Ok. Maintenant, sans transition, après, on peut continuer sur le rapport à la mystique, mais... T'avais sorti un article récemment, j'ai peur de me tromper sur le site, c'était pas Lundi AM? Non, Lundi AM, si, c'est Lundi AM et Lundi Matin. Sur Elon Musk, les GAFAM, et j'ai oublié... Dark Maga, où tu revenais un peu sur l'esthétique, un peu de l'extrême droite et des libertariens, le rapport à l'humour, comment ils jouent aussi du non-dit. En plus, c'est un gros sujet en ce moment parce que tu sais, il y a un petit conflit ou un gros conflit, un moyen conflit entre Trump et Elon. C'est intéressant, ça. Peut-être que les gens sont intéressés qu'on parle de ça. En gros, de ce que j'ai compris, c'est Donald Trump qui a augmenté le seuil de déficit budgétaire. Ah ouais, là où Elon Musk, lui, avec son ministère, institution... Ouais, le Doge, son espèce de task force pour diminuer les dépenses de l'État. Et du coup, il y a un conflit d'intérêts apparemment vis-à-vis de ça. Je sais pas où ça va, enfin, tu vois, genre jusqu'à où ça va, si il y a des conflits intimes avec des gens à qui il y a eu des promesses. On peut pas encore le savoir, je pense qu'il va y avoir des enquêtes qui vont sortir. Ce que je trouve intéressant là-dedans, franchement, moi, j'aurais pas prévu que ça pète à ce point-là. Dès le départ, je pensais qu'il y avait certaines divergences d'intérêts et même des visions différentes du fascisme. Elon, il en est à se présenter maintenant du jour au lendemain comme un centriste. Il dit oui, moi là, il faut faire du centrisme. T'es pas centriste, mon pote. C'était vraiment un gros nazi. à qui tu vas faire croire ça? Mais plusieurs choses en fait. D'une part, je trouve que ça ressemble quand même un petit peu à une répétition de ce qui s'était fait pendant le premier mandat de Trump. Ça veut dire que au bout de 7 mois, il avait viré Steve Bannon, qui était le mec vraiment d'extrême droite et tout, qui aujourd'hui attaque vraiment violemment. Non, il attaque pas Trump aujourd'hui, il attaque vraiment violemment Elon Musk. Et il est pro-Trump et il attaque Elon Musk. Mais c'était le conseiller spécial à la Maison-Blanche de Trump et il s'est fait virer au bout de 7 mois à peu près et Trump est rentré dans le rang. Comme je disais, c'est devenu en gros un républicain normal. Ses projets vraiment supra-fascistes, etc. et super protectionnistes, il les a mis un peu de côté et bon,
Il a fait du business as usual. Et là, c'est un peu la même chose qui se passe avec Musk. Au départ, je me suis dit, c'est pas spécialement bizarre que Musk se barre, parce que de toute façon, il avait un contrat genre de 160 jours, un truc comme ça, il part un peu avant. Okay. L'action Tesla se casse la gueule, il a besoin de reprendre le truc. Et l'action Tesla se casse la gueule parce qu'il y a des sabotages en abondance, tu vois. Les gens, ils pètent les chargeurs de Tesla, ils crament partout en Europe et aux États-Unis les concessionnaires Tesla. Ce pauvre Musk, il était choqué. Comment ça, les gens me détestent, ils brûlent mes voitures, mais les gens qui achètent des Tesla sont des good guys, ils veulent protéger la planète, blablabla. Mais oui, c'était fascinant, même en France. Hein. Enfin, tu vois, il y a les États-Unis, après les coquillas Musk à l'international. Même en France, tu vois, pendant les manifs, les gens chassaient les Tesla, quoi. Et même là, pour le Parc des Princes, la victoire du PSG, pardon, je veux dire. Les gens voulaient plus acheter les Tesla. Les trucs les actions de Tesla ont diminué au max, tu vois. Et ça, c'est toute la base des milliards de Musk, c'est ça. Enfin, une très grande partie, c'est l'action Tesla. Donc là, vraiment, on l'attaquait fort. Le truc, c'est que, pour moi, c'est l'opposition entre deux formes de fascisme différentes. Celle de Musk qui veut juste non seulement détruire l'État et remplacer l'État, et celle qui veut renforcer l'État et avoir un État plus musclé, tu vois, et plus massif. Ça, c'est la version de Steve Bannon, tu vois. Ce que les gens comprennent pas, c'est on fait souvent la tech parce que c'est rigolo et tout. Mais c'est la tech même de Trump lui-même. Mec, tu vis grâce à la commande publique, tu vois. SpaceX, c'est nous qui t'achetons tes trucs. Et Musk a répondu, et il a raison. Oui, mais la NASA sans moi, maintenant, ça n'existe plus. C'est-à-dire que tu ne mets plus rien en orbite sans moi. La conviction de mecs comme Musk et de tous les gens de la Silicon Valley, c'est pas on vit grâce à l'État, c'est on est meilleur que l'État, donc on devrait être à leur place. C'est-à-dire on est encore là à leur manger dans la main, alors que nous, on devrait être à leur place. Oui. On devrait les remplacer, on est plus efficace qu'eux, on est plus efficient qu'eux. Oui, c'est un rapport de mise en concurrence des institutions, ou même une institution étatique comme celle du privé. On regarde juste la performance et s'il y en a une qui est plus performante. Et aussi et surtout, l'idée fondamentale, aujourd'hui j'en suis convaincu du technofascisme, c'est de dire eux, ils sont encore dépendants de la masse. Ils sont encore dépendants de gens qui votent pour eux. Nous, on n'a pas besoin de gens qui votent pour nous. C'est-à-dire, nous, on travaille vraiment pour nous. On fait évoluer le monde à partir de la technologie, on fait évoluer le monde à partir de nos entreprises. On est des milliardaires qui parlent aux milliardaires et aux millionnaires. On n'a pas besoin du peuple. Lui, il est obligé, il est emprisonné Trump dans cette espèce de populisme, alors que nous, on veut faire juste sans les gens. Et ça, ils n'ont pas réussi à... Parce que l'impression que j'avais, c'est que cette contradiction, ils pensaient la résoudre, justement. Que leur alliance, ils avaient l'impression qu'ils allaient résoudre cette tension. Je pensais qu'ils allaient mieux la gérer, si tu veux. Je pensais pas que ça allait péter aussi rapidement, très franchement. Intérêt, parce que là, tu parlais des intérêts financiers, tu parlais de Musk qui perd beaucoup d'argent. Pour toi, c'est la principale raison. Parce qu'il y a aussi qui saute parce qu'il n'était pas reconnu par le Sénat. De loin, tu as beaucoup de gens. Moi, je vois l'analyse de l'ego des deux trop gros égos qui s'opposent et qui psychologisent un peu aussi la situation. Alors que ce que tu dis, c'est quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup plus politique en réalité, deux visions irréconciliables. Et en fait, tu sens que même eux, ça les intéresse que les gens ne voient qu'une guerre entre deux mêmes lords un peu, tu vois. Exactement. Ça les protège, en fait. Non, mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais, moi, je pense vraiment que c'est des intérêts divergents et c'est deux conceptions, en fait, différentes de l'État. Trump s'est dit au départ que ce serait probablement une bonne chose, justement, de vraiment dépioter l'État, d'attaquer le deep state, comme il le pensait. Et peut-être qu'à un moment donné, et ça, l'avenir le dira, il s'est rendu compte qu'il a peut-être pu toucher un certain noyau de l'État, qu'il a pu terraformer le deep state, pu mettre les mecs qu'il voulait mettre aux endroits où il voulait, les gens, qui sont à la suite de J.D. Vance, tu vois, des jeunes républicains bien vénères, bien fascistes, à des postes clés, ce qu'il n'avait pas pu faire lors de son précédent mandat. Il s'est dit, mais non, finalement, maintenant, c'est bon, on touche plus. On va laisser l'État comme c'est. Maintenant, on va gérer à la place de détruire. Et Musk, il voulait vraiment détruire. C'était ça son but, tu vois. Il voulait vraiment ravager le truc, détruire le plus d'institutions étatiques possibles et mettre des entreprises à la place. Essayer de déléguer le maximum à des trucs privés. Et Trump lui dit stop, là. On va pas plus loin. Je préfère mon pouvoir étatique que de te déléguer davantage de trucs à toi et à tes potes, de te donner des marchés que tu devrais pas avoir. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. On verra, l'avenir dira si j'ai raison ou si j'ai tort. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'au sein des QAnon, Trump, c'est leur prophète. Je sais pas si tu suis un peu ce qui se discute. Je suis pas toutes les actus, mais je connais un peu, on va dire, la mythologie. Oui, voilà, c'est ça. C'est que du coup, comme tu disais, Trump, c'est celui qui est censé être l'élu, limite avec une perception un peu évangélique. Limite, c'est le nouveau Jésus qui est censé terrasser le deep state, etc., etc. Et que là, en fait, il y a une division qui est en train de se créer. Où justement, Elon Musk, à travers l'histoire les révélations à travers de Epstein, bon, apparemment, après, avec tout ce que ça induit de flou et de faux, ça retourne des gens. Et il y a des QAnon qui sont en mode.
en fait, Trump nous a peut-être menti. Et c'est peut-être vers Elon Musk qu'il faut aller. Parce que Elon Musk, il veut vraiment la mort de l'État. Là où Donald Trump est encore dans un compromis où, en fait, il essaye de remplacer... C'est que la division dont tu parles va jusqu'à la queue de comète QAnon, qui elle-même se divise sur... Oui, voilà, c'est ça. Il y a un côté Ayn Rand fou chez Musk. Ouais. Je sais même pas s'il a cette culture, j'ai l'impression, mais oui, peut-être. Non, ils l'ont tous. Hein. Ah ouais, ouais, c'est leur... ça c'est pas quelque chose à quoi tu peux échapper pour des mecs comme ça. La grande phrase des cocos, c'est quoi l'URSS n'a rien raté sauf l'éducation d'Ayn Rand, un truc comme ça. Ah, c'est pas mal. Non mais après c'est intéressant parce que moi je vois aussi, parce que dans les shorts YouTube un peu, moi j'ai aussi les entrepreneurs un peu progressistes, tu vois, donc tu sais, qui sont un peu gentils, qui font des podcasts très empoulés avec une belle bibliothèque derrière et tout, et eux tu vois la dissonance mentale sur Elon Musk. Ça veut dire qu'il y a vraiment eu leur idole, la voiture électrique, et lui il leur a tellement vendu le rêve de la voiture électrique de la Silicon Valley, inclusive un peu, mais inclusive pas trop, ça veut dire inclusive mais quand même les mecs blancs au top, en vrai, mais même... quand même un peu plus tolérants, et du coup tu sais, il y avait un truc de Elon Musk, c'est le business et un peu la morale et un peu la provoque. Et en fait, tu sens qu'il y a une tension en eux entre l'edginess et l'envie d'être un peu progressiste quand même, parce que pour X raisons. Et eux, tu vois que c'est une lente chute aux enfers. T'as ceux qui se conviraient full Trumpiste, crypto bro, complètement dégénérés, antiféministes, etc. Et ceux qui sont orphelins d'une idéologie, et tu vois qu'ils savent pas où penser, quoi. Et tu vois qu'il y a un truc où c'est... Quel milliardaire admiré aujourd'hui en 2025. C'est ça. Et quel milliardaire un peu aimé. Et tu le vois sur beaucoup de trucs. Mais par exemple, Oussama Ammar, c'est hyper intéressant comme cas, parce que lui, il était là-dedans. Pro-LGBT, parle de polyamour, tu vois, vraiment progressiste sur les trucs les plus osef. Par contre, hyper conservateur sur les questions économiques. Et en même temps que Musk, lui, il a vraiment vrillé de plus en plus dans la réaction et dans l'anti-wokisme un peu bas du front, etc. Et c'est là que tu vois... Il a plus de lane, en fait. Il n'y a plus de possibilités. C'est pour ça que même des mecs comme le mec de Meta, Zuckerberg, tu vois, il a fait le même truc. Alors, pour moi, c'est évident que, tu vois, on dit oui, il s'est converti au truc, il n'a pas spécialement de colonne vertébrale. Et je pense que fondamentalement, il a à peu près la même idéologie, si tu veux, que Oussama Ammar ou quoi. Tu vois, mais il va dire c'est même les prémices de la Silicon Valley qui avaient l'impression un peu, tu vois, de prendre un espace. Pour moi, c'était dans un podcast que j'avais entendu ça, mais tu sais, ils avaient la prétention de refonder une société authentique. Mais du coup, authentique, qu'est-ce que ça veut dire authentique? Authentiquement blanche, authentique vis-à-vis de je pense qu'ils se posent même pas la question. Oui, mais à l'époque aussi, tu vois, c'était les années 70. Ça veut dire qu'aussi, ça arrivait avec tout le rêve. Vu qu'ils ont toujours leur pote Renoir, un pote indien. Oui, tu vois, il y a un truc où moi t'as beaucoup de trucs de aussi le mythe de savais-tu que Steve Jobs avait pris du LSD et que le mec était out of the box et qu'en fait ils avaient une mise en avant de l'irrévérence un peu sur un mode hippie. Et que l'irrévérence de la Silicon Valley, qui était le rapport à la drogue, au cul pour Zuckerberg, c'est le truc un peu, on fait des fraternités dans la Silicon Valley, il y avait une sorte de grande fraternité hippie, et ça, tout s'est cassé, et maintenant l'irrévérence, c'est la réaction, la réaction. Et encore là, l'autre fois, j'étais justement à une conférence du truc de Zoé Dubus, et ce qu'elle disait, c'est que justement, il y a aussi cette perception encore un peu progressiste de la Silicon Valley, ou du moins des États-Unis vis-à-vis du LSD, à travers la sphère entrepreneuriale qu'il n'y a pas en France. Et du coup, je me dis, tu peux projeter un peu un truc progressiste, tu dis ah oui, mais c'est ceux qui se droguent pour intensifier ou optimiser leur rapport au travail et s'ouvrir l'esprit pour avoir de nouvelles idées, pour améliorer le monde. Tu vois ce que je veux dire? Alors que justement, pour moi, là où on voit la fascisation du réel, c'est que la question de la drogue qui était réservée aux hippies et aux puants est récupérée par l'entrepreneuriat. Ça y est, maintenant, c'est dans des logiques le truc des fonce-dés, ils sont naturellement progressistes, ils sont proches des marges, ils sont amis des minorités. C'est fini, ça n'existe plus. Déjà, je pense que ça a toujours été fort. L'info qui est sortie il n'y a pas longtemps sur les abus gigantesques de kétamine de Musk. Je sais pas si on a vu sa tête. Après, c'est une drogue légale, c'est une drogue sur ordonnance aux États-Unis, ce qui est très étrange quand même. C'est un petit peu une dinguerie. Et le fait que lui, voilà, il en est pris à des niveaux stratosphériques. J'ai lu
des articles qui disaient que sa pensée pouvait s'expliquer vraiment par ça. Tu vois, cette espèce d'enthousiasme. Le techno-optimisme de Musk, c'est une conscience sous kétamine en permanence, quoi. Qui n'en sort pas. Hallucinant. Et le truc, et aussi le truc par rapport à leur rapport au nazisme, je trouve c'est assez intéressant par rapport à ce que tu as dit, au nazisme, au fascisme, au technofascisme en général, tu sais. Il y a un espèce de truc par rapport à la dérision, tu sais, et par rapport à leur propre dérision par rapport au fascisme, même, tu vois, ne serait-ce que le salut nazi ou les théories des mecs comme Nick Land, tu sais, ou comme Mencius Moldbug, etc. C'est-à-dire les gens qui aujourd'hui réfléchissent, essaient de réhabiliter, on va dire, un peu un fascisme pour la Silicon Valley, etc. Ils ont un rapport très mémesque, tu vois, très second degré. Et ça, c'est très puissant, en fait. Ça veut dire que ça te permet à la fois de dire que des trucs nazis, mais en même temps, en maintenant cette espèce de décalage, en disant, tu vois, non, je suis pas un fanatique. Je fais ça pour vous troller. Et du fait que toi-même, tu te vis pas comme un fanatique, toi, tu te vis comme un esprit libre, qui est la contre-culture, qui est contre l'establishment, qui va dire les choses que personne n'ose dire, etc. Ça te permet d'être à la fois absolument et fanatiquement nazi, et en même temps, le mec qui se vit comme le plus libre et le plus progressiste possible. Ce qui est vraiment un rapport à son propre fascisme très différent de celui que les mecs pouvaient avoir à l'époque du Troisième Reich ou de l'Italie fasciste, tu vois. Et on en revient, moi, c'est marrant parce que du coup, pour moi, ce que tu dis, hot tech, attention, hot tech, c'est à cause de Marvel. Ça veut dire que... Ouais, je veux entendre ça. Je justifie, ça veut dire que la post-ironie permanente dans notre relation à tout ce que les États-Unis ingèrent culturellement, imagé par l'inexorable chute Marvel de tout prendre à distance, tout prendre à la rigolade, de tout désacraliser, enlever tous les enjeux, tout a toujours la petite blague, le truc méta, tu vois vraiment l'immondice, c'est Thor et tout pour les gens. Et en fait, ça, c'est là que tu vois, il y a une ambiance post-ironique jusque dans le fascisme, quoi. Ça veut dire qu'au début, c'était dans les films, ils pouvaient s'en battre les couilles. C'est du métanazisme. Et maintenant, c'est ça. C'est-à-dire, mais la culture. Et qu'est-ce que c'est finalement le son à Hitler de Kanye, sinon du métanazisme? Exactement. On arrive à Ye, c'est ça. On arrive à Kanye qui fait à Hitler. Sur 4chan depuis 2014, parce que moi cette culture-là, je l'ai connue. Elle était droitardée. Elle avait les prémices racistes qu'on connaît aujourd'hui, fascistes, etc. Mais elle était beaucoup moins développée et du coup partagée aussi par des gens qui avaient une idéologie différente. Et tu vois les images de. C'est pour ça que ça m'a fait rire dans l'article, tu vois, que tu remettes Pépé The Frog à côté. Mais Pépé The Frog, c'était pas quelque chose d'extrême droite. Pépé The Frog. Alors, c'est divisé depuis le début. En fait, le créateur de Pépé The Frog est pas forcément. Oui, le créateur de Pépé The Frog est pas d'extrême. C'est un troll qui, je pense, n'est pas politisé, j'en sais rien. Oui. Mais il a été hyper capté. Sur Pépé le Frog. Ouais, c'est ça. Mais il a été capté hyper vite. Il a été capté hyper vite. Ça veut dire que. Tu vois, de fait, la bataille de Pépé the Frog a quand même été largement perdue et au profit de l'extrême droite, tu vois. Ok. Mais oui, ils veulent ces trucs-là, bien sûr. Mais quand tu regardes en France aussi, c'est que tu as aussi ce rapport à la liberté d'expression, au rapport à l'ironie qui te permet un peu de tout dire. Et du coup, souvent, le tout dire, c'est dire des trucs racistes, etc. Mais tu le vois récupéré à travers les logiques un peu bien pensantes que tu pouvais critiquer chez Quotidien il y a 10 ans et que tu revois chez des médias comme Frontières ou Valeurs Actuelles qui vont un peu dire mais non, mais c'est la liberté d'expression, on a le droit de dire ça, on a le droit de penser ça, on a le droit de rigoler de ça. Et que du coup, tu vois, la porte à l'humour qu'a créé les influenceurs d'extrême droite il y a une dizaine d'années à aujourd'hui créer ce rapport à la bien-pensance qu'on nous oblige d'accepter sous le prétexte de la liberté, tu vois. J'ai l'impression que c'est pas totalement vrai. Ok. J'ai l'impression, après c'est peut-être un point de vue que j'ai, que l'extrême droite française institutionnelle est beaucoup plus dans une stratégie de respectabilité que le nez l'extrême droite états-unienne. Et que même tu le vois avec Jordan Bardella qui à la télé, quand on lui demande de parler d'homosexualité ou de racisme, il a un discours. C'est là que tu vois la puissance de l'universalisme civilisateur français. C'est qu'aujourd'hui, le premier tenancier du discours universaliste civilisateur, c'est Jordan Bardella. Ouais. Il n'y a pas de discrimination possible en fonction de la couleur, de la religion, et même, ça ne doit jamais être réfléchi. Ça veut dire que lui, il revient à ça on ne doit même plus parler de ça. Et la patrie, quoi. J'ai un bon exemple que je vous soumets, que je pense qu'il y a un bon exemple d'un mec qui a vraiment toute l'ADA de ce que c'est que l'extrême droite états-unienne aujourd'hui en France. Il n'a pas du tout percé, en tout cas même il a eu un downfall, c'est Jean Messia. Oui. Jean Messia, c'est le mec, tu vois, il a toutes les caractéristiques quintessentielles de ce que c'est que le néofascisme aux États-Unis aujourd'hui. C'est-à-dire c'est un mec de couleur, tu vois, chrétien à fond, tu vois, d'un christianisme, tu vois, ultra rigoriste.
troll, pur troll, tu vois, qui fait les blagues. Bah voilà, celle qui me vient en tête, qui a fait le buzz là, c'est pas la Silicon Valley, c'est la Silicon Valley, tu vois. Les blagues trolls débiles comme ça, c'est-à-dire zéro politique de respectabilité, dire les trucs les plus trash possibles. Bah, il s'est fait virer du FN à l'époque, tu vois, c'était même pas encore le RN, je crois à l'époque, il s'est fait virer du FN, il a jamais eu, il a réussi à sauter quand même. Tu vois, ils l'ont même pas donné un petit strapontin aux européennes ou quoi. Il s'est fait niquer, pourtant les médias l'aimaient bien, tu vois, mais malgré, tu vois, le fait que ce soit un nom blanc, donc que ça lui donne un pass pour dire toutes les horreurs que n'importe quel blanc du FN pouvait pas dire, malgré le fait que c'était un chrétien et pouvait plaire à certains gens, son aspect trollesque, tu vois, convenait pas du tout à la DA de l'extrême droite française des années 2000, tu vois. Ça marchait pas. Et ce qui explique la division avec l'alt-right d'Internet, et que t'as pas de vrais liens politiques et de vraies collaborations politiques. C'est un mec de l'alt-right qui s'est égaré dans la politique institutionnelle en France, et ça n'a pas marché. C'est ça exactement. Et je me demande, enfin, j'arrive pas à savoir si j'ai l'impression qu'institutionnellement ils font plutôt un bon choix, parce que j'ai l'impression que la condition de l'alliance de la droite avec le fascisme, avec l'extrême droite, passe aussi par cette stratégie de respectabilité, et le jeu médiatique, l'acceptation médiatique de l'extrême droite est grâce à ce jeu de respectabilité. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, moi j'ai l'analyse du fils de Trump qu'il envoie dans tous les plus gros podcasteurs masculins états-uniens, apparemment ça a eu un impact. En France, je ne pense pas qu'on verra Bardella dans un podcast de Papacito aux prochaines élections. Ça pourrait arriver, mais tu vois, mais c'est vrai que Papacito dans le dernier podcast, c'est qu'en mode il avait une défiance aussi vis-à-vis du reste de l'extrême droite, parce que justement il les considérait pas assez, Frontières les méprisait, les traitait de conspi, etc. Tu vois. Et la guerre alors que lui il était en aussi. mode mais moi j'ai ramolli le cerveau de tous ces jeunes pendant des années pour leur permettre de leur mettre ces idées d'extrême droite dans la tête, et maintenant ils nous crachent à la gueule. Et c'est juste, ça confirme totalement ce que c'est ça. Mais on jette l'échelle après avoir monté de toute façon. Oui, c'est ça. Ouais, exactement, c'est ça. C'est intéressant la différence. Mais c'est pour ça aussi que des fois, j'ai du mal avec certains gauchistes qui aiment un peu trop comparer les États-Unis et la France, notamment sur la question de l'extrême droite. J'ai l'impression aussi que le moment trumpiste de l'extrême du FN, qui a duré 2 mois en fait, qui a pris fin au moment où Bardella a refusé d'y aller après le salut nazi, pour moi ça a vraiment acté la séparation de l'extrême droite française du trumpiste, et que surtout l'extrême droite française, j'ai l'impression qu'ils ont une culture de la discrétion sur leurs amours internationales. La Russie, on est amis, mais ça reste un truc qu'il ne faut pas trop montrer. De la Pologne et de la Hongrie par exemple. Mais en France, il y a cette conscience de l'anti-américanisme français, et aussi je pense un mépris sincère pour les États-Unis en général. Peut-être même à l'extrême droite. Ouais. Malgré tout, ils restent chauvins à la con. Ils se prennent encore pour des gaullistes à l'extrême droite. Hein. C'est encore l'histoire qui se raconte à eux-mêmes. Hein. Non, mais on peut parler juste un mot sur la différence entre l'extrême droite, en France et aux États-Unis. Les gens souvent mésestiment ce que c'est vivre dans une colonie de peuplement en fait. La violence de l'extrême droite dans tous les pays en Amérique, tu vois, que ce soit l'Argentine, que ce soit le Brésil, que ce soit les États-Unis. Il y a peut-être le Canada qui est un peu épargné parce qu'ils sont restés une colonie britannique beaucoup plus longtemps et tout. Ils ont cette espèce d'éthos british, si tu veux. Mais sinon, donc, tous les pays d'Amérique latine et les États-Unis, etc. Il y a une espèce de brutalité pour différentes raisons. Du fait qu'ils n'ont pas connu le fascisme sur leur sol, tu vois, qui est une espèce de traumatisme pour les pays d'Europe occidentale. Et le fait qu'ils ont connu le fascisme en flux constant, c'est-à-dire des génocides sur leur sol qui sont les récits fondateurs de leur propre pays, fait qu'il y a une espèce de tolérance de l'espace public à la violence verbale et même à la violence, tu vois, la violence atmosphérique pour parler comme Fanon, si tu veux. Je veux dire, tu vois la forme du gun d'un gars qu'il a dans la poche dans la rue, tu vois, c'est normal. J'avais connu un prof de fac quand j'étais étudiant qui venait visiter la France, tu vois, il était prof invité à Toulouse, je crois. On discutait un petit peu de son expérience aux États-Unis. Il dit ah ouais, ici en France ça change, tu sens que les gens sont pas armés. Ça change les rapports sociaux, le fait que les gens sont pas armés. Tu vois, on n'imagine pas ça. Moi, j'arrive pas vivre dans un pays où les gens sont armés, où les gens comme au Texas, ils ont open carry. Ça veut dire que tu ne peux pas porter d'armes sauf si on la voit. Donc ça veut dire que tu dois voir l'arme de la personne. Donc les gens peuvent se balader avec une arme visible. Et même dans les campus américains. Je me souviens d'un autre collègue qui me disait bon, ça fait quand même bizarre d'enseigner les études noires
à une bande de blancs racistes dont tu vois l'arme. Ça fait quelque chose de bizarre. C'est une espèce de Mexican standoff. Exactement. Mais attends, ils viennent faire des études noires parce qu'ils y sont obligés, parce que c'est des gens de gauche mais armés. Je comprends pas l'intérêt. Parce que moi, qu'ils veulent challenge le truc. Le truc des débats de campus. C'est des genres de Dan Peterson, manteau sous gun un peu. Oui, c'est ça. Qui rêve de own le lib. Dans ma tête, ça. C'est logique, quoi. Le truc des armes apparentes et tout. Tu sais, moi, j'ai vraiment la vision française de ça doit être les rednecks un peu matrixés, quoi. Non, je ne m'imaginais pas que ça allait dans des universités. Si j'étais resté vivre aux États-Unis, bien sûr que j'aurais acheté une arme. En plus, j'étais à Philadelphie. Ils ont l'un des plus gros clubs, un des plus gros gun clubs gauchistes des États-Unis, tu vois. Ça, c'est cool. Où ils entraînent les gauchistes à faire du tir et tout, à se défendre. Parce que tout simplement, il y a, je crois, un demi-milliard d'armes légales en circulation aux États-Unis. Et hors des armes possédées par les forces de l'ordre et l'armée. Tu peux pas être la personne qui n'en a pas. En fait, c'est ça. Ça veut dire être de gauche et ne pas s'armer. C'est vraiment arriver et demander à être tabassé. Tu vois. Et ça, nous, c'est une conception qu'on a tellement de mal à imaginer. On avait vu une vidéo justement sur un groupe un peu queer des meufs trans, qui se formait à l'arme, etc. Tu vois. Et je me rappelle, tu avais des gens du chat qui étaient en mode, en fait, elles sont obligées de retourner dans l'imaginaire militaire, etc. Mais sauf qu'on était en mode, elles vivaient en Floride en plus, je crois. Donc la Floride, c'est un des trucs les plus hardcore. Ouais, c'est ça, tu vois. Et tu sais, t'es en mode, mais en même temps, les gens, comme tu dis, quoi. Si j'y étais resté, je crois que je me serais armé, quoi. Genre, on est à un autre niveau de violence. J'ai tellement de mes voisins, tu vois, juste en 3 ans là-bas, j'ai tellement de mes voisins qui sont morts par balle. Et quand je dis mes voisins, c'est mes voisins immédiats. Il y en a 3, tu vois, dans mon pâté de maison à West Philly. C'est pas un phénomène anodin, tu vois, c'est pas juste un school shooting de temps en temps qu'on voit dans les médias. Les armes font partie, tu vois, ça c'est une donnée fondamentale de la vie quotidienne. Et font tellement partie de la culture que je crois que c'était un des school shooters d'il y a quelques mois, tu sais, qui avait déjà été repéré par les services parce que il mettait des trucs horribles sur internet, etc. Puis il avait été signalé à ses parents comme dangereux et que ses parents lui avaient offert pour Noël un AR-15. Ouais, je me souviens de cette histoire. T'as un truc de, mais parce que c'est un cadeau, c'est un truc de, tu montres ton amour pour ton gosse en lui offrant un gun, même quand la police t'a prévenu, attention, il est dangereux, quoi. Mais est-ce que tu penses que politiquement, ça imprime aussi la gauche? Ça veut dire que, est-ce que ça imprime aussi un degré de violence plus haut dans une certaine gauche états-unienne, l'accès aux armes? Ou est-ce que juste ils ont pas le choix, ils sont obligés de se former Parce que t'as une impression que la droite est radicalisée, mais que la gauche, on a une vision tellement Kamala Harris, AOC, comme la un gauche, peu c'est gentille. les démocrates, c'est... En fait, moi, j'ai l'impression que c'est des wokistes un peu gentils aux États-Unis, tu vois. Pas tant que ça, tu sais, il y a beaucoup... mais justement, c'est peut-être une illusion française. Après, tu vois, moi, je suis loin d'avoir traverser les 50 États des États-Unis, tu vois ce que je veux dire? Je peux te parler de mon expérience Ouais, c'est ça. Je peux te parler de mon expérience de Philly, tu vois. Ça, c'est défaut aussi, tu vois, parce qu'il y a une espèce aussi ils ont un espèce de rapport à leur propre pays qui est un petit peu pervers, tu vois. Mais il y a beaucoup d'orgas de terrain marxiste-léniniste aux États-Unis, marxiste-léniniste maoïste, après ça dépend, tu vois. Notamment, ils ont été très présents dans les manifs Black Lives Matter qui avaient eu lieu et qui étaient gigantesques à Philly, à New York, etc., qui étaient vraiment gigantesques. Et là, les marxistes-léninistes, ils avaient été très proactifs et ils étaient très très efficaces dans leur organisation. Donc tu as des organisations radicales qui sont très efficaces là-bas. Après, leur idéologie, je suis pas super fan, tu vois, de la manière dont ils voient les choses, à cause de cette espèce de rapport à leur propre État, tu vois, à leur propre pays, où ils disent, les États-Unis disent ça, donc c'est l'inverse, tu vois, genre... oui, ils sont très campistes, ouais. Voilà, exactement, ils sont extrêmement campistes. Je peux pas forcément leur en vouloir, tu vois, dans un sens, ils se disent, tout ce qui est mauvais pour les États-Unis est bon pour nous, dans notre position à l'intérieur, etc. Mais je pense que... C'est l'histoire du défaitisme à gauche, enfin du défaitisme révolutionnaire. Voilà, c'est ça. De si on perd la guerre, ça permettra la révolution, tu sais, pendant la Première Guerre mondiale, c'était les débats. Mais en même temps, c'est aussi un truc c'est quand même beaucoup un truc des organisations à majorité blanche, je trouve, souvent, genre les Panthères et tout, tu vois, ils pouvaient être maoïstes, mais ils avaient quand même des visions de l'histoire plus subtiles que ces marxistes-léninistes que j'ai rencontrés, des orgas de Philly et tout. Mais c'est des grands militants, tu vois, tu vois, c'est pas pour... oui, tu veux pas les décrédibiliser. Non, je veux pas du tout les décrédibiliser, c'est des militants comme j'en ai rarement vu ailleurs, parce qu'en plus, ils font quelque chose, mais qui est fort dans l'histoire des États-Unis. Ils essayent de suppléer au manque de l'État-providence, et ça c'est très important, tu vois, ils font de l'auto-organisation populaire. Ils nourrissent le peuple, tu vois, pour utiliser une expression consacrée. Ils créent du lien social de façon très forte. Donc c'est des militants comme on n'en trouve pas ici, parce qu'on n'en a pas besoin encore, tu vois. J'espère qu'on n'en aura pas besoin, si tu veux. Mais tu vois, de faire des soupes populaires et tout, parce que d'autres institutions en termes d'auto-organisation, il y a plein de choses bien, mais en termes théoriques, voilà, moi c'est pas trop mon truc. Ça les rend super cons sur l'Afrique d'être fans de la
Chine et de la Russie. Mais ça m'étonne pas, moi j'avais vu des positions un peu tanky, un peu. C'est des gros tanky. Ouais, c'est des gros tanky. Après, tu as des organisations à majorité noire qui sont un peu plus intéressantes aussi, mais ils ont forcément moins de force de frappe. Après, les organes noirs affiliés, c'est aussi un autre lore, on va pas forcément rentrer là-dedans, mais c'est très étrange, c'est très très étrange. Bien sûr. Mais c'est vrai que cette question du community organizing, c'est un truc parce que je suis beaucoup sur le TikTok gauchiste états-unien, et c'est beaucoup le truc qui distingue les vrais militants de ceux qui juste vont yap sur TikTok, quoi. Et j'avais vu passer un TikTok très récemment d'une meuf qui disait qu'elle a monté un groupe, etc. Et que elle se retrouvait du coup un peu avec des wokistes un peu queer, un peu oh là là. Il y avait eu un drama dans son truc parce que elle voulait faire un truc de sous-populaire, d'auto-organisation, qu'elle trouvait pas de salle, et que la seule qui les accueillait, c'était une église protestante, libérale. Alors ça y est, je te vois faire ton évangélisme, calme-toi tout de suite. Non. De toute façon, les protestants états-uniens, on en a parlé en plus tout à l'heure aussi. On a dit tout le mal qu'on en pensait. Ah non, mais pareil. Moi, je suis très très franchouillard sur le protestantisme. Et du coup, elle se plaignait des petits jeunes un peu woke qui parlaient de leur religious trauma, leur traumatisme religieux. Elle était en mode, mais attendez, traumatisme religieux, si t'as vraiment subi des dingueries, etc. Mais sauf que là, on parle juste des gens qui ont grandi dans une famille chrétienne qui était un peu homophobe avec eux, tu vois. Et un peu ce truc-là de comment est-ce que tu dépasses la fatigue d'organiser des trucs avec des gens qui font ouin tout le temps, alors qu'ils sont infoutus de trouver une autre salle, etc. En fait, ce truc vraiment permanent et quotidien, mais qui fait, j'ai l'impression que, comme il y a cet immense besoin déjà d'organisation locale, ça fait, soit t'es un très très bon community organizer, mais du coup tu te retrouves face à la masse de trucs à faire et que du coup il n'y a plus aucune projection au niveau national, soit tu penses que à la politique nationale et du coup tu fais jamais rien, quoi. En fait, qu'il y a jamais de bridge entre les deux. Bien sûr, mais en plus là, le problème, c'est que ceux qui font ça, en fait, ceux qui font ce type d'organizing dont tu parles, c'est les églises aujourd'hui. Oui. C'est elles qui ont ce rôle-là. Et c'est pour ça que c'est plus facile d'aller avec eux, non seulement parce qu'elles ont les moyens, parce qu'elles reçoivent les dons et tout, on en parlait, et après, on parlait de celles qui le font de manière prédatrice et tout, mais il n'y a pas forcément, il n'y a pas que ça. Il y en a qui sont plus éthiques que ça, et elles ont le savoir-faire aussi. Parce que c'est pas un truc que tu inventes comme ça. Donc, aussi, le truc que la gauche aux États-Unis, la gauche de terrain, essaie de faire, c'est en gros de faire la même chose. Avec moins d'expérience, avec moins de moyens, forcément, et tout. Et ils disent peut-être qu'on peut faire un partenariat. Et tu sais, c'était déjà quelque chose qui avait été reproché à Huey Newton à l'époque dans le parti des Black Panthers par son aile dissidente, celle de Eldridge Cleaver, etc. Ceux qui étaient partis en Algérie et tout, qui disaient mais vous n'êtes pas assez de gauche et tout. Vous commencez à vous trahir en allant avec des chrétiens et tout. Et Huey Newton, moi je suis plutôt de sa tendance à lui, en tout cas dans cette période-là, de dire mais où sont les Noirs dans la communauté? Ils sont à l'église, il faut aller les chercher là où ils sont. Qui leur donne de la nourriture? C'est ceux-là. Il faut qu'on aille vers ça. Et les autres, qui étaient plus puristes, etc., ils disaient non, l'eau et l'huile ne se mélangent pas, on va pas aller avec eux. Et donc, c'est un peu une répétition avec, avec un nouveau vocable, avec une nouvelle logique, avec de nouveaux intérêts de ces mêmes débats. Et voilà, et moi, je reste du côté du Huey, quoi. Il faut aller là où sont les gens, quoi. Et sortir du mépris que tu peux avoir pour cette créature aliénée à la religion. Voilà. mais insupportable à fréquenter. D'autant que beaucoup des influenceurs de gauche, on va dire un peu installés, des streamers, youtubeurs, etc., ont commencé aussi à une époque de l'athéisme militant sur YouTube, qui étaient les skeptics, etc., où il y avait un mélange. Tu parles aux États-Unis. Le militantisme athée états-unien, là, il y a eu un gros débat justement de Jordan Peterson avec des jeunes athées. C'était horrible. J'étais d'accord avec tout ce que disait Peterson. Ils étaient tellement cons dans leurs questions. Alors que je déteste Peterson, mais au moins lui, il avait beau dire, il était quand même en mode, bah oui, mais la Bible, ça s'analyse. Parce que la technique de debate bro états-unien, c'est de prendre la Bible très premier degré. Oui, c'est vraiment leur stratégie, c'est ça. Et en fait, mais comme ils font en France avec le Coran d'ailleurs. Hein. Oui, de fou. C'est vrai que c'est les mêmes injonctions. Ah ouais. Mais après, en même temps, moi, je vais les défendre. Aux États-Unis, la présence religieuse est tellement importante que peut-être que doit y avoir un moment athée, un moment de remise en cause de la toute-puissance théologique. Oui, c'est tu vois. Je pense que nous, on se rend pas compte. En France, on a la laïcité. Non, mais et puis d'autant que il y a beaucoup plus
c'est le problème des protestants. Hein. Mais c'est que dans le protestantisme, tu sais, c'est la sola scriptura. La grosse critique, c'était qu'en gros, tu avais la Vulgate qui était une espèce de transcription de la Bible en latin très simplifié. Et en fait, quand les protestants, la réforme protestante, ce qu'elle a fait notamment, ça a été de donner de traduire la Bible de façon à la sortir de déjà l'analyse que posait l'Église catholique sur la Vulgate, sur le dogme, etc. Et en fait, donc ce retour à l'écriture, la sola scriptura, ça a transformé, donc ça a fait une super tradition théologienne européenne, mais ça a fait aussi, y compris en Europe, hein, parce que c'était beaucoup des Néerlandais, etc., aussi une lecture très 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 littérale de la Bible. Et aux États-Unis, t'as cette habitude littéraire. Donc je comprends en fait que les debate bros, ils attaquaient Peterson en présupposant une lecture littéraliste qu'il aurait de la Bible, parce que c'est ce qui se fait en fait majoritairement. Le truc de la lecture blanche, je crois, où en gros que tu t'ouvres la Bible au hasard, tu tombes sur le premier vers, et ce vers te dit la vérité que tu dois comprendre pour ta journée. Tu vois, genre c'est un peu une lecture presque astrologique. C'est de la matrice. J'ai l'impression que les arguments politiques sont pollués par l'argument religieux en permanence. Rien que la question de l'avortement, où tu vois les débats, t'as des gens de gauche qui disent faut laisser les gens avorter s'ils le veulent, et ça envoie des versets, quoi. C'est juste des versets. Ce que j'ai bien aimé chez Peterson, malgré tout, parce que bon, moi je suis pas aussi fan de Peterson que toi. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il rejetait les hypotheticals, comme il dit. Il rejetait ce truc très philosophie analytique, tu vois. Imagine, il y a des juifs dans ton grenier, il y a des nazis qui frappent à la porte. Qu'est-ce que tu fais? Il a raison de rejeter ça, tu vois. Il dit... tu te fais corneriser par ce genre d'argument. Qu'est-ce que tu vas dire? Surtout quand t'es un conscient comme lui, quoi. Il y a cette espèce de truc de fabriquer des espèces de scénarios, si tu veux, des sortes d'expériences de pensée, de t'imposer, de te mettre dans une expérience de pensée et te dire qu'est-ce que tu vas faire si tu rentres dans mon expérience de pensée. Mais je n'ai rien à foutre de ton expérience de pensée. Et je pense que c'est sain, tu vois, de sortir de cette manière dont on débat, tu vois, de dire imaginons que tu te trouves là, dans cette situation inextricable, qu'est-ce que tu vas faire? Ça, en fait, c'est une manière de débattre sans l'histoire. C'est ça que je trouve que j'ai trouvé malgré tout, parce que je l'aime pas. Il me fait beaucoup rire, Peterson, mais je le trouve pas. Enfin voilà, je l'aime pas du tout. Mais à sa manière, il essaie de remettre de l'histoire dans ce débat débile qui est une espèce de, tu vois, de façon de se demander est-ce que dans l'absolu tout ça est vrai à partir du moment où on met de côté le fait que c'est un truc que les gens ont cru et travaillé depuis 2000 ans, le fait qu'on est dans des situations où quelque chose nous amène à croire, on a une certaine éducation qui nous pousse à croire ce genre de truc, mettons tout ça de côté, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Mais tu ne peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Et c'est là que les gens... Tu crois parce que tu hérites de quelque chose. Mais même lui le dit. Il y a des choses qui... Oui, c'est ça, et c'est là-dessus qu'il a raison. Après, je pense qu'il n'a pas très bien fait, très franchement. Aux États-Unis, tout le monde dit qu'il s'est fait ridiculiser, donc... C'est ça, mais parce que oui, il s'est fait ridiculiser, mais parce qu'il est ridicule. Il s'est ridiculisé lui-même d'une certaine façon, parce que c'est un personnage éminemment ridicule. C'est ça qui le rend sympathique d'une certaine façon, c'est son ridicule. Mais de toute façon, tous les intellectuels, tous les profs, tu vois, moi-même maintenant, là, en tant que prof, ici dans un live, je suis un peu ridicule, tu vois, d'une certaine façon. Forcément, c'est-à-dire que tu es dans un endroit qui est un peu à contre-emploi, et c'est cool d'être ridicule, tu vois. C'est pour ça que les gens ils regardent aussi, parce que c'est ridicule, c'est pour ça qu'ils regardent Peterson, c'est pour ça qu'ils me regardent moi aussi, tu vois. C'est un peu ridicule. Et c'est pas grave d'être ridicule, tu vois. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il voit pas ce qu'il y a de bien aussi dans son argumentaire, au-delà du ridicule. Tu vois que quand même, il leur a dit quelque chose, ça aurait dû leur faire un petit peu changer d'avis sur certains trucs, tu vois. Mais eux, non, mais tu dois dire, est-ce que tu sauves les nazis ou est-ce que tu sauves les juifs? Sinon, t'es pas une bonne personne. Mais c'est débile, c'est pas intéressant comme question. C'est ça, c'est tous les debate bros de il y a écrit dans la Bible qu'il faut absolument aller faire la guerre. Du coup, soit t'es catholique et du coup tu vas aller faire la guerre partout, soit tu l'es pas. Et lui, il lui dit, mais c'est situé historiquement. Enfin, tu vois. Mais comme Peterson est un droitard dégénéré, complètement vexé que son université l'ait viré et qu'il s'en remettra jamais de sa vie. C'est pas son université, c'est l'association des psychologues qui lui a révoqué son droit d'exercer. Ce que tu veux, je m'en fous. Et en fait, on a un débat d'infirme. Ça veut dire que t'as des debate bros athées, idolâtres de Kamala Harris au dernier degré, que je déteste, qui se retrouvent à mal débattre avec Jordan Peterson, l'incel complètement con. Mais où est la gauche états-unienne, quoi? Genre là, il y a, pour finir sur les États-Unis, qu'on va, parce qu'à chaque fois, Norman, il se retrouve à être le vulgarisateur. Ça, tu deviens notre vulgarisateur de la gauche états-unienne. Mais parce que
terrible. Mais parce que ça me fait tellement du bien d'avoir quelqu'un à qui parler. Il faut ton ricain de proximité. Il nous faut un Américain du quotidien. Quelqu'un avec un chapeau qui possède vraiment un Glock, qui boit vraiment de la Bud Light. Moi, j'allais changer de sujet. Vas-y, change de sujet. Peut-être que je vais raconter n'importe quoi. Et Norman, tu me dis si je raconte n'importe quoi. Mais en ce moment, j'essaye de lire un peu des trucs sur l'esthétique. C'est bon, on va y aller quand même, c'est pas grave. Non, mais sur l'esthétique, peut-être que je dis de la merde. Et moi, c'est aussi ce qui m'a fait kiffer aussi avec l'article que tu as sorti vis-à-vis d'Elon Musk. C'est le rapport à l'humour aussi, comment ça s'est intégré même dans des lores musicales. Tu parlais du black metal, etc. On a fait l'émission là-dessus il y a plus d'un mois maintenant. Elle a grave marché en plus, les gens ils ont trop kiffé. Mais moi, j'ai l'impression qu'aussi à gauche et même vis-à-vis de l'antiracisme, même si ça prend des proportions différentes et que ça a des valeurs différentes selon les endroits où ça se développe, c'est qu'on a un problème d'esthétique en général qui est corrélé à des défaites politiques qui ont été... Qu'est-ce que tu appelles un problème d'esthétique ? Désolé de faire le Peterson et te demander des définitions, mais là, pas d'esthétique plus que d'imaginaire. C'est pas plus d'esthétique plus que d'imaginaire. Tu vois, c'est le truc de un peu désirer quelque chose de plus désirable vis-à-vis de ce qu'on a aujourd'hui. Et on en est réduit à un rapport au fatalisme où on a du mal à se projeter vers quelque chose de plus désirable, quoi. C'est là où je parle d'esthétisme. Et j'ai même l'impression que, on s'est... comment dire, genre, mais après là c'est corrélé à mes lectures, mais moi je lis beaucoup sur les critiques un peu du réalisme où justement en fait comment, je sais pas, tu vois, du brutalisme jusqu'au boss ou toute l'architecture de l'URSS, etc. T'avais un rapport, tu me dis si je vais trop loin parce que je vais être chiant. Non mais il y a un rapport fonctionnaliste, il y a un rapport très possible, il y a un rapport très fonctionnaliste même dans des moments où c'est des gens de gauche qui ont initié ces mouvements-là, tu vois, ou qui prétendument étaient de gauche, mais qui se rabattaient sur des logiques très rationnelles vis-à-vis de ce que devait avoir la classe ouvrière, par exemple, dans son utilité, dans la domotique que ces objets du quotidien pouvaient avoir. Et que du coup, que ce soit politiquement ou à travers la création de ces objets-là, à gauche, on a du mal à créer des perspectives désirables à travers les imaginaires. Là où, justement, tout à l'heure, Raz, il parlait de Marvel, tu vois, genre, on a parlé du black metal, on a parlé de Kanye West, tu vois, on a parlé, tu vois, même du rapport à l'humour vis-à-vis de l'extrême droite. Est-ce que tu as un avis, en tout cas, vis-à-vis de notre rapport à l'imaginaire ? Genre, et moi-même, j'avais une take aussi, même sur le rapport à la noirceur. Je sais pas si je vais dire une bêtise, et j'ai pas lu tous tes écrits, et ça se trouve, t'en parles aussi. Personne n'a lu tous mes écrits. C'est physiquement impossible. Il y en a beaucoup plus que tu. Mais non, mais voilà, Théodora. Mais par exemple, Théodora, là, elle vient de sortir un clip où ça joue pas mal avec l'esthétique Grace Jones, Jean-Paul Goud, même avec tous les délires un peu surréalistes que pouvait y avoir dans les clips de Rita Mitsuko, mais qui ramène aussi un rapport au chaos. Où le rapport au chaos, c'est pas le chaos qui était vanté par les nazis, dans le sens où c'est une compromission entre chaque institution qui devra faire valoir sa performativité, plus qu'un chaos un peu au sens généalogique où en fait genre du rien peut surgir le possible. Et non, en fait je voulais savoir si toi t'avais je sais pas un raisonnement autour de cet imaginaire qui semble encore impossible dans notre camp politique et qui même pour moi nous ramène à une forme de fatalisme et d'impuissance, parce que les gens ils se disent mais il y a plus rien de désirable, de toute façon c'est la fin du monde, tu sais, il y a le fameux mot du dooming. Les gens ils dépriment en fait du fait qu'on n'ait pas l'impression de ce rapport dystopique de l'imaginaire est obligatoirement négatif, limite on est obligé de passer par le négatif pour avoir quelque chose de positif par la suite. Je sais pas si non, c'est bien sûr, c'est des questions que je me pose. Je te le mets en rapport avec une expérience, une espèce de diagnostic que j'ai pu faire, que je vous soumets, en tant que millénial, si tu veux. La décennie particulière entre 2000 et 2010, c'est quelque chose de très très spécial pour l'avoir vécu du point de vue des rêves futuristes qu'on avait dans le domaine de la technologie. L'iPod, le premier iPod, c'est 2000. Et c'est la décennie où tu as une accélération technologique absolument sidérante. Ça veut dire que c'est la décennie où tu as l'iPhone, c'est la décennie où tu as l'iPad, c'est la décennie où tu as tous les réseaux sociaux. Instagram, c'est 2010, on va dire ce qui ferme le banc, mais tu as Twitter, tu as Facebook, etc. Tu as la première console HD qui est la Xbox, la 360. Tous ces trucs-là, en fait, qui ont changé notre rapport concret à notre vie quotidienne, en fait. Là, tu vois, il y a quelqu'un avec ce téléphone-là qui est finalement, je sais pas ce que c'est comme téléphone, mais c'est juste un iPhone, en fait. Je sais pas ce que c'est comme téléphone, mais c'est un iPhone. Ça veut dire que le premier iPhone est apparu, le design que t'es un téléphone Android ou quoi, c'est juste la version améliorée du premier iPhone. C'est la même chose. Ta tablette, c'est un iPad. La manière dont t'écoutes du son, maintenant c'est dans le cloud, mais c'est un iPod. Spotify, c'est juste un iPod dans le cloud.
On a eu à ce moment-là une espèce de high technologique de dingue, tu vois. Qu'est-ce que c'est une console aujourd'hui, sinon une Xbox 360 plus puissante en fait. Depuis ce moment-là, rien de nouveau, c'est des itérations, des améliorations, des optimisations de la même chose. Et du point de vue de la technologie, beaucoup de gens sont orphelins de ça. On nous a promis un tas de choses. La réalité virtuelle, c'était le truc depuis 50 ans. T'as des romans de science-fiction, quand la réalité virtuelle va apparaître. Mais c'est gaze. Je veux dire, c'est apparu, personne n'en a rien à branler de la réalité virtuelle, c'est de la merde. Zuckerberg, il a mis des milliards là-dedans, mais personne n'en veut, c'est nul, c'est chiant, c'est pourri. Moi, ça me fait c'est une attraction de Disneyland Paris. C'est quoi le jeu Real Life, le jeu des années 2000 Second Life, voilà, tu vois, où les gens se projetaient, créaient leur vie. Voilà, exactement, c'est ça. C'est de la merde, on s'en fout en fait. La décennie 2000-2010, c'est là où tout a été fait, tout a été inventé. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore orphelins du fait qu'on ne va pas inventer des nouveaux trucs. Aujourd'hui, les promesses technologiques de Musk, c'est des voitures électriques, c'est le fait d'aller dans l'espace. Mais c'est pour l'élite, tout ça. Tu vois, c'est des bagnoles, c'est des bagnoles qui sont trop chères pour toi, qui sont trop chères pour moi, qu'on va jamais acheter. Aller dans l'espace, on va jamais le faire. C'est pas pour nous, tu vois. C'est des trucs pour faire rêver les investisseurs, pas pour faire rêver les gens du quotidien, les gens ordinaires comme toi et moi. Alors que la technologie des années 2000, elle faisait rêver tout le monde. Tout le monde se disait putain, je peux m'acheter un iPhone, je peux m'acheter une Xbox, et ça va effectivement me changer la vie. Et ça nous a complètement changé la vie. Je veux dire, de vivre dans le cyberespace, d'avoir des réseaux sociaux, ça a changé notre vie de manière extrêmement concrète, extrêmement profonde en fait. Anthropologiquement, on n'est plus les mêmes. Et même aujourd'hui, j'ai l'impression que même, tu vois, les réseaux sociaux et les logiques algorithmiques qu'ils peuvent avoir dans la manière dont on entretient des relations sociales ont imprégné les vraies relations sociales du quotidien. Tu vois ce que je veux dire? Ou que même nos rapports, la manière dont on perçoit l'autre est aussi déterminée dans la manière dont on s'est projeté à travers l'image qu'on a vue sur Internet, l'image qu'on a vue de cette personne à travers son compte Instagram, son compte Twitter, etc. Et que même limite, le rapport à la confrontation ou même à l'association qu'on va avoir avec elle va être déterminé par ça, tu vois. Et c'est ça qui est... Enfin bref. Mais tu sais, mais je pense qu'on doit apprendre à vivre avec cette donnée-là, tu vois, dans cette nouvelle situation, et arrêter de rêver à une répétition de la décennie 2000, tu vois. Arrêter de se dire, on va avoir encore un nouveau saut technologique. Il faut qu'on apprenne à socialiser les trucs qui ont été, accumulés et appropriés par des multinationales dans les années 2000 et en faire autre chose politiquement, tu vois. Pas se dire, on attend un nouveau Steve Jobs qui va nous donner le nouveau saut technologique de fou, etc. pour qu'on rêve à quelque chose de génial, qu'on ait des satellites qui se bougent là dans l'espace et qui vont nous amener des biens comme ça ou Amazon qui va faire voler des drones un peu partout dans nos rues pour nous déposer des trucs. On en a rien à foutre de ça. On veut, les dividendes. Profiter des dividendes de ces années 2000, cette espèce de décennie enchantée qu'on a eue, qui a changé nos vies, mais qui a aussi créé ces méga corporations ultra prédatrices. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Donc c'est un rêve de socialité, pas un rêve de quelque chose, un nouveau saut technologique. Un nouveau saut technologique, c'est plutôt un rêve de réappropriation des acquis technologiques captés par le capitalisme. Mais d'où la centralité en ce moment du concept de techno-féodalisme. Bon, alors Varoufakis, il m'énerve. Mais notamment, oui, pour moi, je suis d'accord avec pas mal de constats, mais techno-féodalisme, ça, à mon avis, c'est pas vrai. Il dit c'est un nouveau mode de production, non, c'est du capitalisme. En fait, c'est ça, c'est que lui, sa grosse connerie, c'est de dire que le capitalisme est mort. Bon, c'est absolument pas ce que dit Cédric Durand, alors qu'il a tout pompé sur lui, quoi. Mais en fait, c'est ça, c'est que tu as cette prise de conscience, mais aussi d'où les imaginaires cyberpunk, etc., de la technologie comme rapport de pouvoir, et où le rêve est situé, le rêve se déplace en fait parce qu'il est situé ailleurs, et dans un imaginaire aussi, un peu plus révolutionnaire par rapport à la prise de pouvoir de ça. Mais pour rebondir sur ta question, parce qu'il y a eu je pense qu'on est aussi héritier à gauche, en tout cas en France, des débats qu'il y a eu autour de l'art militant et tous les débats entre les lecteurs de Guy Debord versus la frontière. Non mais en fait le truc de est-ce qu'il faut encore faire de l'art militant, est-ce qu'il faut digérer le fait que Godard franchement il est un petit peu chiant quand il nous parle de politique, ou alors est-ce qu'il faut continuer de faire de la est-ce qu'il faut continuer de faire de la propagande au travers du cinéma. Il a dit que Godard c'était chiant. Non mais parce que parce que ça a vraiment été au cœur des débats intellectuels et la question de l'esthétique était vraiment au cœur et qui a beaucoup été soldée dans les années 90-2000 en disant bon, on tourne la page de l'art militant, c'est fini tout ça, mais du coup ça fait qu'on a perdu aussi avec ça les grammaires visuelles et esthétiques. Dans le sens où tu as beaucoup de choses qui ont été expérimentées dans un cinéma expérimental hyper chiant et hyper imbitable de militants qui prenaient des extraits d'apostrophes et qui les remontaient et qui mettaient des cartons écrits à la main, etc. Mais c'était du YouTube avant l'heure, tu vois. Et en fait, ce foisonnement en fait, d'imaginaire esthétique, en soldant intellectuellement la question de l'art propagande, de l'art militant, de l'agit-prop, on a aussi soldé la recherche de comment est-ce qu'on va... En fait, la question de est-ce qu'il y a encore
des trucs à subvertir. Non, il n'y a plus rien à subvertir. Mais c'est bon, on n'est plus des aussi parce que cette recherche, elle était induite dans une logique rationnelle qui cherchait à calquer l'idéologie politique ou l'idée politique à défendre sur un médium artistique ou sur un format artistique. Après, pas tant que ça. En tout cas, pour les situationnistes, j'ai l'impression qu'un peu, tu vois, genre, j'ai l'impression que c'est un peu le cas parce que tu as parlé de Debord, tu vois, mais genre, et moi justement, c'est un peu aussi, après c'est parce que là en ce moment je fais le suceur des surréalistes, c'est que justement c'est cette recherche de l'irrationalité, tu vois, vis-à-vis de quelque chose qui semble, tu sais, qui pourrait ne pas, enfin, tu sais, qui n'arrivera jamais, tu vois, qui moi m'intéresse. C'est que justement, je trouve que parce que on a trop ancré notre rapport de projection politique dans justement des logiques de ce qu'on connaît déjà de la théorie politique, qui fait qu'on est incapable de se projeter plus loin dans le réel. C'est pour ça qu'aussi je revenais sur le truc de la noirceur. Oui, c'est que moi aussi, tu vois, il y a le rapport au chaos et que le rapport au chaos, il induit l'irrationnel et que l'irrationnel, bah, c'est sûr que peut-être que tu sais, dans la tête de certains marxistes, ça fera toujours idéaliste, mais aussi ça permet de penser à ce qui nous est impossible aujourd'hui vis-à-vis de ce qu'on vit aujourd'hui. Moi, ça rattache à ce que tu disais sur le satanisme la dernière fois avec, dans l'émission là où tu as été saisi par Satan à un moment. Ce truc-là de que peut-être, moi ce que tu dis, de peut-être de se libérer de carcans idéologiques, esthétiques de gauche et même de l'idée du bien fondé et de revenir à ton truc d'irrationalité, de surréalisme, qui je pense, et parfois aussi, moi j'ai l'impression, après c'est une critique que je peux faire à nous aussi, c'est que on est tellement en colère contre une partie de la gauche et de sa manière de faire que des fois j'ai l'impression qu'on a envie de trouver mais après on cherche ailleurs, de se dire, tu sais, d'un truc on se sent orphelin d'une manière d'habiter notre discours politique, de le désincarner de carcans dont on veut plus, et que du coup on en cherche presque tu sais que est-ce que ça sera le surréalisme et revenir à un rapport à l'absurde et à l'irrationnel, est-ce que ça sera je sais pas quoi, tu vois, le cinéma militant, agite-propre, propagande, etc. Tu vois, et que quand même on se redésincarne un peu, tu vois, genre qu'il y a un truc un peu. Mais un tu peu sais, vain, c'est parce qu'on cherche quelque chose, je pense, tu vois. On cherche un langage. C'est facile de faire du cosplay de marxiste des années 50, de juste reprendre le truc, de dire on va juste faire la même chose, on va dire la même chose. On va penser de la même manière, parce que ça nous convient. Mais quand tu es dans une situation où tu peux juste pas le faire, tu vois. Se dire, ce langage ne te convient pas. On a besoin de faire quelque chose, de nouveau. La question de l'esthétique est importante là-dedans. On peut pas se contenter de répéter, de faire du LARPing, de faire du cosplay, de juste dire tout ce qui a été dit dans le passé sera forcément meilleur, plus beau, plus juste, plus vrai que tout ce que tu diras dans l'avenir. Et moi, je m'attaque à cette question aussi parce que j'ai l'impression, quand tu vois qu'on regarde autour de nous les nouveaux bâtiments qui puissent se construire jusqu'à, je sais pas, même l'esthétique, même dans Elon Musk, à travers X, qui reprend un peu le côté noir, marbré, tout propre, tout clean, carré. Tout à l'heure, tu parlais des iPhones, mais tu vois, genre ce côté brut où tu as des objets très géométriques, très on va dire, ergonomiques. Toute la méta dont on sort du minimaliste, old fashion, etc. Oui, mais du coup, qui a un rapport à la sensibilité, lié aux détails, lié aux ornements, lié à la manière dont on dessine des contours, qui font qu'en fait, on n'a plus de rapport à la sensibilité qui nous emmène vers quelque chose de merveilleux. Pourquoi je dis ça ? Parce que du sensible, tu vois, on part vers quelque chose d'idéal, alors qu'à l'inverse, du fantasque, tu sais, c'est quelque chose d'idéal qui nous ramène vers le sensible, tu vois, on part du haut vers le bas. Je sais pas si je dis une bêtise, mais j'ai l'impression que c'est ça, quoi. Et que moi, c'est ça qui me frustre, c'est qu'en fait, c'est pour ça que je faisais critique du réalisme. Et ça, je vous dis, c'est clairement lié à ce que je suis en train de dire, j'invente rien. C'est que, en fait, le monde nous pousse aussi à nous couper, tu vois, de perspectives positives, tu vois, et que justement, il est en train de tout fermer parce que tous les jours, au quotidien, ces trucs qui forgeaient le petit côté merveilleux du quotidien, quand tu regardais un lampadaire et qu'il y avait des petits ornements, tu sais, c'est vraiment caricatural ce que je dis, bah ça, on les retire. Et dans nos manières de se projeter dans le réel, bah on n'a que l'utilité propre de l'objet plus que ce que tu pourrais enfin je sais pas, pardon, je me perds, mais c'est les grands débats que je vois partout sur Twitter. Tu sais, t'as souvent des threads en mode comment le minimalisme, mais pour le coup oui, de voilà, gens qui sont très... la mode du minimalisme. Attends, oui, laisse-moi finir. Vas-y. Des gens qui sont assez réactionnaires justement, qui disent le minimalisme a tué nos beaux ornements, nos beaux bâtiments, etc. Et qui te mettent en parallèle. C'est un réactionnaire, lui, oui, mais oui, mais c'est pour ça que je vais prendre le contre-pied. Qu'ils prennent en photo un plot. Je connais pas vos débats, ça m'intéresse de voir. Non mais tu sais, genre tu vas avoir deux photos. Tu vas avoir deux photos côte à côte. Tu vas avoir, je sais pas, genre l'hôtel de ville de Paris et un hôtel de ville
d'une banlieue beaucoup Hyper plus moderne, neuf, carré. plus carré, brutaliste, etc. En mode regardez ce que la modernité nous a privé d'ornements, le brutalisme a tout cassé, etc. Et auquel répondent aussi beaucoup de gens qui sont plus experts aussi sur justement l'architecture futuriste, brutaliste, etc. qui disent bah non, ça aussi c'est du beau et du sensible, mais simplement c'est une autre façon de l'interpréter et qu'en fait tu as aussi une tendance, je pense, à aller chercher dans l'ornementation et à fétichiser l'ornementation. C'est aussi beaucoup de critiques qui sont adressées sur la façon dont la modernité a tué le rapport à la couleur et à l'ornementation dans les sociétés qu'on dit traditionnelles. Il est fan de Georges Bataille. Non, mais c'est pas Georges Bataille. Et de Bataille. Annie Lebrun, il est obsédé par Annie Lebrun parce qu'elle est anti-féministe, faut dire la vérité. Non, c'est pas ça. Oh là là. Non mais laissez-moi finir et puis après faut quand même laisser parler. faut quand même laisser parler normal. Mais tu sais beaucoup ce truc qui est une critique réelle que le colonialisme a tué le rapport à la couleur et à l'ornementation et aux détails quand tu prends les robes traditionnelles, etc. Sauf qu'en fait, ça passe aussi sous silence le fait que c'était pas juste une ornementation qui était là pour faire joli. C'était aussi un vecteur de sens, c'est un vecteur de langage. En fait, parfois, on a tendance à fétichiser ça comme de la pure ornementation qu'on aurait perdu, qu'on a perdu le pur sens esthétique, alors que c'était ancré dans un rapport social, tu vois, et que c'est ce rapport social-là qui a été perdu, mais pour toujours, presque, tu vois, genre que tu vas pas pouvoir recréer de toute pièce la société comme avant. On en revient à l'opposition, ce que tu disais, quoi, l'arrêter d'être sur le passé, tu parlais des marxistes, mais comme le truc, moi je voyais, c'est Wissam qui parlait de ça, c'est des fois un peu, tu vois, les OTEP, ce genre de truc, je pense, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un truc, tu vois, dans le militantisme noir, qui est une branche de gauchistes de Philly, ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Genre mais en même temps, je comprends, tu vois, quand le futur ne fait présager que ce qui présage, est-ce qu'aller chercher dans le passé à un moment où tu semblais plus libre et plus heureux? Mais je pense, pour revenir du coup sur ton travail aussi sur l'afropessimisme, etc., je pense qu'il y a beaucoup de projections, j'ai l'impression, qui se font où on n'arrive pas à sortir de soit le retour au passé, soit une projection vers l'avant qui sera toujours forcément capitaliste, tu vois. Je sais pas vraiment, tu vois, par exemple, dans les artistes qui m'intéressent, si on prend quelqu'un comme Arthur Jafa, par exemple, Arthur Jafa, je demande tout le temps aux gens d'aller voir le film sur YouTube, Les rêves sont plus froids que la mort, vous pouvez le trouver, allez le voir, c'est un très beau film. Là, on a quelque chose esthétiquement, je trouve, qui se passe, tu vois, c'est quelque chose qui est très arty, évidemment. Mais en même temps, je pense que beaucoup de gens peuvent comprendre, quoi. Je le projetais à mes étudiants de première année, même des Blancs aux États-Unis, tu vois. Les rêves sont plus tristes que la mort. Les rêves sont plus froids que la mort. Sont plus froids que la mort. Les rêves sont plus froids que la mort. Et les rêves en question, c'est les rêves de I Have a Dream de Martin Luther King, tu vois. C'est 50 ans après. C'est même Arte qui lui a commandé ce petit film-là. C'est un film, je pense, de 50 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé après le discours, tu vois, un demi-siècle, pardon, après le discours de Martin Luther King. Et le commentaire, c'est les rêves sont plus froids que la mort. Il y a un espèce de fond afro-pessimiste. C'est rare. Les gens qui se disent afro-pessimiste, c'est rare. Parfois, on me dit, oh, Norman, il se dit, je me suis jamais dit afro-pessimiste. C'est juste que ça m'intéresse, tu vois. Comme lui, il se dit pas surréaliste, mais ça l'intéresse, tu sais, mais genre. C'est vrai. Désolé, c'est intéressant. Mais il y a des gens, ça les fait tellement doumer qu'ils se disent, non, je touche pas à ça, non, c'est mal, c'est mauvais. Ils ont peur de la dépression, ils ont peur ils ont peur d'eux-mêmes, en fait, à mon avis, ils ont ça. Ou ils ont peur des noirs. Si c'est des blancs, ils ont peur des noirs. On peut pas être contaminé par des noirs qui sont tristes. Oui, ils sont noirs, donc ils sont tristes. S'ils sont un peu lucides, ils sont tristes. Bien sûr, ils vont te contaminer, imbécile. Mais continue à vivre dans ton monde kétaminé d'Elon Musk, si tu veux. Non, mais il y a des gens, ils lisent un livre de gauche, c'est leur kétamine. Des imbéciles. Non, mais si tu doomes pas, tu n'es pas lucide. C'est juste tu comprends pas le monde dans lequel tu vis, en fait. T'es juste un imbécile. Mais bon. Bref, c'est toute la leçon de Mark Fisher, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est juste... l'expression même de l'imbécile heureux, quoi. Ouais, exactement. Le ravi de la crèche. Donc, Arthur Jafa, il met bien en... Tu vois, il fabrique une nouvelle esthétique avec des collages, évidemment, mais parce que créer, c'est toujours faire des collages. Ça me fait penser, tu vois, tu disais l'article là où je me fais casser la gueule dans un article, j'ai juste vu la conclusion, parce que je déteste lire des trucs sur moi, c'est horrible. Que ce soit des apologies ou des choses positives, j'ai horreur de ça, vraiment ça m'horrifie. Alors je regarde juste l'introduction, la conclusion, et la conclusion là,
elle m'avait rendu très triste parce que ça disait en gros, oh, ils collent des trucs ensemble qui sont pas censés aller ensemble, il met un truc de noir là, il met du Hegel et tout, c'est n'importe quoi, ça a aucun sens, on devrait pas faire ça en fait. Mais tous les gens qui essayent de faire quelque chose, tu vois, ils font ça, je veux dire, n'importe qui, tu vois, il faut jamais avoir essayé de faire un peu de musique, avoir essayé de faire un peu de peinture, de n'importe quelle forme de création artistique, tu fais forcément ça. Bien sûr. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est il faut pas créer quelque chose, il faut pas essayer de créer quelque chose. Faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Voilà, sous-entendu c'est ça. Lui, quand je disais avant, l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Ne fais pas ça, n'essaie pas de créer un langage. Mais les gens comme Arthur Jaffa ou moi, voilà, qui est juste un tâcheron comparé à lui, mais peu importe, on essaye de fabriquer quelque chose. C'est pas comme s'il y avait plein de gens en langue française qui essayent de faire de la philosophie d'un point de vue noir, etc. Tu vois, ça existe que très peu. Et dire ça, avoir ce genre d'attitude par rapport à se dire, le peu que tu fais, c'est déjà trop. Arrête, ça sert à rien. Oui, il y a une espèce de peur panique d'essayer. Quoi. Ouais, mais non, mais j'essaye, tu vois. Et dis oui, mais parfois tu te contredis, tu dis des trucs qui sont pas toujours la même chose qu'un autre, etc. Mais bien sûr, mais parce que j'essaie de me corriger, j'essaie de faire quelque chose, parce qu'on me dit que j'ai tort, et j'essaie de me corriger. Mais on dit, comme c'est pas toujours la même chose, comme tu essayes d'évoluer, comme tu essaies de fabriquer quelque chose pour coller au réel, pour coller à l'expérience des personnes noires qui me disent parfois, ton truc c'est top, c'est bien, parfois t'as dit une connerie, change, ou quand je parle avec vous, vous me réorientez, etc. On essaie de fabriquer quelque chose. Non. Fabrique pas quelque chose, fais pas quelque chose de nouveau. On a déjà un logiciel. Oui, branche-toi sur ce logiciel-là et c'est bon. T'avais fait une story justement en mode, on va dire les enfants des minorités à qui on dit qu'il y a toujours des gens qui ont mieux pensé qu'eux par le passé. Exactement. Ne vous interdisez jamais d'exprimer ce que vous avez à dire. Bien sûr. Mais si tu savais, c'est vraiment, c'est pas pour me vanter, mais c'est la vérité. Parfois, quand je vais en France. Même à Paname, ça m'est arrivé. Il y a des gens, des Renois qui viennent me parler dans la rue, qui disent « Ah, t'es Norman, ton livre, il m'a fait quelque chose de fou, ça m'a inspiré dans mon art, ça m'a inspiré dans mon militantisme, etc. » Je peux pas abandonner ça, devenir un marxiste, léniniste à l'ancienne et dire à ces gens « Non, désolé, je vais pas continuer à essayer de vous parler, en fait. » Parce que si je faisais ça, ces gens-là, ils ne seraient pas intéressés. Tu vois, je ne pourrais pas avoir une influence intéressante sur eux. Mais en essayant de les ramener vers quelque chose d'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? On essaye de faire quelque chose de nouveau. Et même quand j'avais parlé aux gars de Pas du Ring et tout ça, je leur avais dit, en gros, écoutez, moi, je pense que ce que vous devriez faire, c'est plutôt de parler de trucs comme ça, parce que je pense que ce serait plus intéressant que vous fassiez ça que ce que vous étiez en train de faire. Et là, de ce que j'ai lu de l'article, la réponse de la personne qui écrit l'article, je ne sais même pas qui l'a écrit en fait l'article, mais peu importe en fait. Il était anonyme, non ? Je ne sais pas. Non, si, c'est... Oui, mais c'est personne. C'est pas quelqu'un. Non, mais peu importe qui l'a fait en fait, c'est juste quelqu'un de cette tendance. En gros, ce qu'il dit, c'est arrête de faire tout ce que tu fais. C'était ça l'idée. C'est ce que tu fais, tu dois pas le faire. Non, mais attends, c'est quand même important de dire son pseudo parce que son pseudo c'est Doomit, t'as le Doom dedans. Enfin, je trouve que non mais le jeu de mots. Non mais si, c'est signifiant qu'il y ait du Doom dans. Il Doom pas assez, je crois. Enfin, il Doom comme un blanc, quoi. C'est-à-dire, c'est pas intéressant. Mais non mais je vois, oui, le truc. Tu vois ce que je dis ? En gros, la leçon, c'est dire ne fais pas ce que tu fais, ça sert à rien. Est-ce que tu penses qu'ils projettent sur toi une peur de se tromper ? Ou simplement un manque d'imagination, une zone de confort. En fait, ce que tu décris, moi, je suis totalement d'accord. Et surtout que laisse-moi faire mon truc, tu vois, pourquoi ? Mais c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Si tu veux pas me corriger, tu vois, si tu veux pas me dire, ah, là-dessus, tu t'es trompé, donc fais plutôt ça. Mais juste, si la leçon, de ce que j'ai compris de la leçon du truc, c'est fais pas ce que toi tu fais, fais exactement ce que moi je fais, et là, ce sera bien, mais ça n'a aucun intérêt. C'est qu'il y a un lissage. C'est pour ça que je répondrai jamais à ce texte, ça n'a aucun intérêt. Bien sûr, mais je trouve ça étonnant. Si je répondais à ce texte, je serais plus bête à la fin que je suis avant. C'est un texte qui va me rendre plus bête. Non, mais je sais même pas une blague, en fait. Je suis d'accord avec... Mais alors que pourtant, je vois un Wissam qui est dans leur qualité. Mais en plus, là, on parle d'eux parce que... Mais c'est vraiment beaucoup plus large que je vois par rapport... notamment aux questions décoloniales. Je vois Wissam, je vois même ce que tu fais, de toujours se nourrir de tout, presque une curiosité maladive du réel pour, mais autant le fascisme, les idéologies d'extrême droite, que le marxisme, que comment il a nourri les pays du Sud, comment il a été fait, tu vois, un truc une boulimie politique, culturelle, un truc, et d'essayer d'avoir une sorte de constellation. Et ça nourrit un truc que tu essaies de ressortir, comme tu dis, ce collage, ce truc nouveau
qui est mouvant, qui évolue, et que ça, qui pour moi, qui devrait être une démarche intégrée, de dire à un moment donné, il y a une constellation d'idées, des idées contre lesquelles je suis contre, d'autres je suis pour, d'autres est-ce qu'elles sont vraiment faites pour moi, tu vois, et j'essaye de tout agencer pour en créer quelque chose. Et là, ça devient quelque chose, c'est forcément idéaliste, car on rentre dans le thème du pot pourri, en fait. Je vais juste le dire d'une phrase, tu vois. Les marxistes, ils ont clairement max une stat, tu vois, qui est la stat de la critique de l'économie politique. Ils ont max cette stat, on ne peut rien faire sans eux, tu vois. Pour moi, ça c'est mon message, c'est indépassable. Mais des gens comme ça, comme dans ce texte-là, ils se sont dit non, on met de côté cette stat-là, on va faire un build basé sur une autre stat qui est la stat de la philosophie ou de, comment ça s'appelle, épistémologie ou théorie de la connaissance. Mais le problème, c'est qu'ils ont deux dans cette stat. Ils sont nuls à chier. Ils sont nuls à chier. Ils sont dans un truc et ils font autre chose. Bien sûr, tu vois, à Dark Souls, ils essaient de manœuvrer l'immense masse, tu vois. Alors ils ont deux en force. Ils ont tout mis en dextérité, c'est cool. Bien sûr, ils se rendent pas compte qu'ils font 0 quand ils tapent, en fait. Ils veulent que je réponde à ça, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, faites ce que vous savez faire. Après, je me demande s'il n'y a pas quelque chose là-dedans de l'ordre de l'angoisse temporelle et de l'obsession de l'efficacité. Un peu de ce truc de, on n'a pas le temps de faire la révolution, on n'a pas le temps d'attendre, donc on se concentre sur les recettes qui marchent. On va pas commencer à essayer d'expérimenter des trucs, etc. Non, là, il y a le fascisme qui arrive. Revenons à la recette à papa. C'est un petit peu ce truc-là mais sauf que leur recette, elle a jamais marché. En fait, c'est ça aussi le problème. Ça n'a jamais marché. Et d'où leur frustration quand tu dis ça. C'est ce qui t'est le plus reproché. J'adore parce que d'avoir dit la vérité. Enfin, je veux dire, prove me wrong. Pour moi, tout est dit où tu dis le marxisme occidental n'a jamais été victorieux. Qui est devenu dans le texte, il dit que le marxisme n'est pas efficace politiquement. Non, le marxisme, c'est ça, c'est leur transformation. Tu vois, c'est besoin de réécrire ce que tu as dit pour le refaire rentrer dans un truc. Bien entendu, non. Le problème n'est même pas le marxisme. Le problème, c'est les blancs qui ont fait du marxisme. Le problème n'est pas les Russes, le problème n'est pas les Chinois, le problème n'est pas les Africains. Non, le problème, c'est les Américains du Nord et les Européens qui font du marxisme. C'est ça le problème. Je veux dire, c'est eux les problèmes. C'est tout ce que j'ai dit. Mais en effet, c'est cette transformation dans un registre de l'efficacité, de l'efficience. Par les gens qui sont les moins efficaces et les moins efficients. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Ce qui m'énerve, c'est que moi, ce que je regrette là où j'ai une certaine naïveté, c'est que je vois en quoi, tu vois, par exemple, un Wissam, je pense c'est le plus marxiste de Zawaprod. Il est peut-être même plus marxiste que toi encore. Je pense que c'est vraiment. Oui, probablement. Tu vois, et en fait, le respect qu'il porte à cette théorie, sans jamais s'y enfermer, qui pour moi devrait être le rapport à quelque chose, tu vois, à un champ de connaissances qui te nourrit, mais duquel tu ne dois jamais être prisonnier, qui me paraît être quand même une démarche intellectuelle simple. Ça ne lui est même pas reconnu et il n'est jamais donné aux théories décoloniales, à l'antiracisme, la même mansuétude que les décoloniaux et les antiracistes ont donné aux idées marxistes. Ça veut dire que faire croire, tu vois, comme s'il y avait une sorte d'antimarxisme primaire dans l'antiracisme qui me paraît être, tu vois, c'est la manière de se battre contre un épouvantail facile, de dire de toute façon tout ça est antimarxiste, c'est idéaliste, à l'inverse de tout, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que le débat d'idées ne pourra plus jamais être équilibré, car d'un côté, tu as une certaine bonne foi par rapport au monde des idées, même s'il y a une vraie combativité, parce que toi, Wissam, quand vous exprimez, vous y allez fort, mais en même temps, il y a eu une vraie curiosité, un vrai travail sur ces questions-là, alors qu'en face, tu sens que la disqualification commence avant même le travail sur vos idées, sur ce qui a été écrit par l'antiracisme, par le décolonial. Et en fait, pour moi, je suis en mode, mais on peut même pas se détester de bonne foi. Ça veut dire que tu peux même pas avoir un combat d'idées intellectuelles qui aurait du panache et qui aurait une certaine hauteur d'esprit, de gens qui se détesteraient en se respectant, car tu vois, il y a un truc un peu médiocre de franchement, en fait, on ne pourra plus jamais parler de quoi que ce soit. En plus, moi, franchement, je les déteste. Oui, je les déteste, t'as compris, oui, bien sûr. Et tu vois, je suis même pas spécialement contre. C'est juste comme je t'ai dit, ça m'a rendu triste. Et juste, je me suis dit, ouais. Mais il y a des gens, quand hier j'étais à Montreuil à la Parole Errante, il y a plein de gens qui m'ont dit, oh, le débat il est intéressant et tout. Et moi je leur disais, ah bon, c'est vrai, tu trouves? Moi ça m'a pas intéressé du tout. Vraiment, je trouvais ça ennuyeux. Mais c'est bien que ça ait plu aux gens. Mais moi j'arrête là, tu vois, là voilà, on en parle ensemble et tout, parce que ça m'a quand même un peu touché. Juste, pas les arguments ou quoi, mais juste le fait, tu vois, juste cet argument en fait. C'est pas que ça m'a blessé, en fait, ça m'a pas blessé du tout, mais ça m'a littéralement rendu triste, cette idée de
ce que tu fais en fait, tu devrais pas le faire. Arrête ça en fait, arrête ça, arrête tes trucs de noir en gros. Fais comme tu dis, fais des trucs à l'ancienne qui ont marché, qui sont éprouvés. Fais pas son espèce de bricolage. Et je me suis reconnu dans plein de gens qui font de la zik, qui font des le rap, films. le sampling, voilà, exactement, dans n'importe quel art, tu vois. Alors que normalement, je me vis pas du tout comme un artiste, je me vis vraiment juste comme un simple prof, tu vois. Mais là, je me suis dit, c'est comme ça. On essaie de te décourager sans raison. Il est venu, il a dit l'autotune, c'est un peu nul. Ouais, c'est ça, tu vois. Exactement, le truc de Mafia qu'un free, ça c'était du bon. Ok, bro, mais toi, t'es pas Rimka en fait. T'as rien à voir avec Rimka en fait. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais t'es juste un gars qui rappe pas dans les temps sur du boom bap. Je suis même pas sûr qu'ils auront la ref. Mais parce que je pense qu'il y a. Je me demande, je sais pas ce que t'en penses, mais qu'il y a aussi une peur panique dans la discussion sur l'esthétique. Parce que je discutais récemment pour un travail que je suis en train de préparer avec un peu des espèces de boomers du cinéma militant, etc. et qui me montraient différents trucs. Et notamment un truc des années 40 d'un mec qui était l'ennemi juré de Goebbels parce qu'il prenait les marches militaires des nazis et il faisait des mèmes. Il faisait du shitpost avec. Genre vraiment, il les mettait sur de la musique guirette et puis il faisait des YouTube poop à l'époque où c'était la pellicule en noir et blanc. Et il les rendait ridicules. Quand je leur disais à ces boomers-là qui me montraient ça de « Ah mais c'est marrant, aujourd'hui c'est ce que fait l'extrême droite avec les mèmes. On parle beaucoup du fait que Trump a été en grande partie élu grâce à ça en 2016, la grande guerre des mèmes, etc. » Ils étaient horrifié de voir que même ça ils l'ont récupéré, il n'y a plus rien à subvertir, on ne peut plus rien faire. Et je trouve que c'est un truc qu'on retrouve un peu dans le débat intellectuel. Dès que ça a été touché par l'extrême droite, c'est instantanément sali. Oui. Et c'est un peu un exemple que, tu sais, il y avait le drama avec Ouria parce qu'elle a cité Carl Schmitt, etc. Mais qui revient sur le mot patriote, tu vois, genre même. Non, mais qui revient au débat qu'on avait alors le tout premier tous les débat. gauchistes depuis 50 ans, c'est Carl Schmitt. Mais bien sûr, mais qui revient sur le tout premier débat. Rappelle-toi le tout premier débat qu'on a eu avec Paduring, c'était sur le populisme de gauche, Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, et que quand même, Schmitt, c'est pas bien. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a ce truc de ça nous prive aussi du pouvoir que par exemple la culture des mèmes a inscrit en fait comme nouvelle norme en fait sur internet, sur les nouvelles normes esthétiques en fait, et qui fait qu'on est même plus foutu en fait de réfléchir à ça parce que vu que ça a été touché, vu que ça a été sali, on se prive nous-mêmes d'y toucher. J'ai l'impression que il y a ce parallèle là entre cette pudeur esthétique et cette pudeur dans l'ordre des idées. Mais tu veux les reprendre? Mais non, mais sur le rapport au mème, et tu sais t'as le wiki esthétique ou esthétique maintenant qui existe, c'est un wiki qui répertorie tous les witchcore. Toutes les micro-trends esthétiques. Voilà, exactement. On parlait du barcore la dernière fois. Oui, voilà, exactement. Mais witchcore, c'est avec des sorcières, des étoiles avec des ciels avec plein d'étoiles, Salem, le chat. Voilà, il n'y en a pas. Il y en a zéro. Mais du coup, tu vois qu'ils s'amusent justement à jouer sur cette superposition d'esthétique qui se crée les unes vis-à-vis des autres et qui jouent sur un rapport d'eux-mêmes pour se développer où en fait, justement, c'est à force de répétition que le sens se galvaude au fur et à mesure et crée un nouveau sens pour toucher, pour avoir une approche du réel et une interprétation du réel encore différente, tu vois. Et ça revient sur le truc de, tu vois, moi je trouve que c'est archi intéressant. Alors je sais pas s'il faut forcément ancrer ça sur quelque chose de gauche ou de droite, tu vois, mais du moins ça a le mérite de créer des imaginaires, tu vois, qui laissent des perspectives aux gens pour s'exprimer, pour exprimer des idées. C'est ce que disait Norman à l'instant. C'est un langage. Sur un moment donné, refaire renaître des choses à partir du collage, en fait j'ai l'impression que de réinventer la poudre, et je comprends ta tristesse, quoi, parce que même toute notre culture, parce que là on parle d'art, on parle de politique, en fait tout ce qui nous a nourris est né de ça, est né de faire émerger du nouveau à partir de l'association inattendu et impromptu, quoi. Et même j'ai l'impression que plus c'est impromptu, plus c'est interdit de coller des choses, plus parfois peut en émerger quelque chose de puissant, quoi. Oui, c'est le rapport au pli et que c'est là et que c'est comme ça que tu vois, genre que Dr Dre remplace Navour, quoi, tu vois. Pour moi c'est ça, quoi. Je pense mais parce que c'est l'opposition entre qu'est-ce que tu fais face à la contradiction. Et je pense que l'obsession qui devient presque maladive de pas mal de marxistes un peu qu'on lui marque dans le texte, etc. C'est pas que les marxistes qui font ça en plus. Oui, c'est pour ça que je dis ça comme ça, tu vois. Mais c'est de la résoudre. Il faut résoudre les contradictions. Alors que ce qui est intéressant aussi, c'est de les laisser, les laisser nous tendre, quoi. Mais tu sais, c'est pour ça que Trump gagne, que Kamala perd, et que avant même Hillary perd. Parce que Trump, bien sûr, il est terrible, mais il habite la contradiction. Il est à la fois un chrétien intégriste
and he grabbed them by the pussy. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que il te met à la fois ce que les gens veulent absolument être leur idéal et tout ce qu'ils ont de plus terrible en eux, et dit bon, vous pouvez faire les deux à la fois. Et ça, évidemment, ça donne une esthétique, et ça donne exactement l'esthétique des mèmes et tout. Et pourquoi est-ce que, de toute façon, sur Internet, ce type de marxisme, etc., passera jamais devant? C'est parce qu'ils n'ont pas d'esthétique. C'est pas qu'ils en ont une mauvaise, c'est qu'ils n'en ont pas. Oui. Ils n'ont pas de DA. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une esthétique. C'est comme si c'était une partie de l'être qui leur était littéralement inaccessible. Et ça aussi, c'est très triste. Parce que, vu que toute esthétique peut et doit être critiquée, dans ce cas, aucune ne peut vraiment émerger. Leur réflexion de l'esthétique, c'est juste de connecter une œuvre à la classe qui l'a produite. Et ça s'arrête là. Mais c'est pas là que ça s'arrête, c'est là où ça commence. Tu vois ce que je veux dire? Et parfois, ils disent ça, mais ils ont l'impression d'avoir d'être ça. Mais non! C'est le début, c'est là qu'on commence. Ce qui compte après, c'est qu'est-ce qui s'en échappe dans une œuvre, qu'est-ce qui fait effraction par rapport à ça, qu'est-ce qui subvertit la chose. Enfin, c'est là où l'imagination commence. Ne dis pas juste ce roman, c'est le produit de la bourgeoisie du 19e siècle. Mais c'est pas intéressant, ça ne va intéresser personne. Toi-même, quand on parle, ça peut pas t'intéresser, ça n'intéresse personne. Il faut produire quelque chose de différent qui apporte une connaissance nouvelle au monde. On ne peut pas se contenter de connecter une œuvre à une classe et de faire comme si on avait dit quelque chose. Quand on dit ça, on n'a rien dit du tout. Et c'est pour ça que ça ne marchera jamais. C'est-à-dire, cette option-là ne peut pas marcher simplement parce que, ça pense pas, quoi. Ça ne fabrique pas une nouvelle manière de voir les choses. Mais en fait, j'adore parce que moi je vois en quoi ça les énerve, c'est que presque si tu veux nous caricaturer, tu peux presque nous caricaturer en think outside of the box de fils de pute. Mais tu vois, non mais alors merci que pour les dons, les gens, n'hésitez pas. Alors que le think outside of the box de ces mecs-là est à nouveau normatif de toute façon, donc bon, ça c'est encore une autre histoire, quoi. Mais c'est une injonction contradictoire. Voilà, c'est ça. Oui, exactement. C'est comme le fameux soit spontané, tu sais. Ouais, c'est ça. Soit spontané tout de suite, de telle façon. Oui, exactement. Pense autrement que ce que tu penses. Oh là, comment on va faire déjà, comment je pense, avance du coup. Et on en revient à ce que tu disais de la contamination du truc, quoi. Tu vois, tu vois là, le truc de outside of the box des libéraux de merde. Oui. Et recontaminé par ça. Du coup, je pense comme un libéral. Et voilà, c'est ça, je suis saisi par ça. Et même la contamination par l'idéalisme. Mais c'est là, les gens, Wissam, il va parler avec Félix, comment il s'appelle? Félix Bojo et Wangé. C'est ça. Et qui lui, justement, est en mode, il dit pour amender le marxisme, faut faire de l'idéalisme, mais c'est le seul moyen d'être un bon marxiste, c'est de redevenir idéaliste. Alors, il est plus calé que moi sur l'astrologie. Là, Wissam m'a dit qu'il va mettre en colère tout le monde, lui. Personne va être d'accord avec lui, ni les idéalistes, ni les marxistes, comme ça, c'est bien. Ça me plaît, ça me plaît. Je pense, comme dans mon premier livre, j'avais essayé de revaloriser l'essentialisme, tu vois, pour faire chier tout le monde. Moi, je suis essentialiste. On me le ressort plus, d'ailleurs. Pendant quelques temps, on me l'avait ressorti. Je dis, oui, je suis essentialiste, et il y a quoi? Peut-être qu'il faut refaire la même chose avec l'idéalisme, mais pourquoi pas? J'ai l'impression que c'est sa théorie. Le concept oui, peut-être il a essayé de prendre ma strate perverse. Mais c'est une bonne chose, pourquoi? Le concept d'essence, il est tellement bien, tu vois, je veux dire, c'est grand concept de la philosophie grecque, et le concept d'idée aussi, grand concept de la philosophie grecque. On va les laisser comme ça, on va les abandonner, pourquoi pas? Et si ça fait chier, si ça les fait chier, tant mieux, après tout. Pourquoi pas, après tout? Une idée. Oui. C'est pas bien d'avoir une idée? Non, on n'a aucune idée. On n'a que de la matière. C'est bien. Fais des talus, fais des tranchées, je sais pas. Empile des pylônes. Empile des boîtes. Bah oui, empile des boîtes. Si t'aimes la matière, fais ça. Nous sommes le peuple de l'idée. Tu vois, c'est marrant parce que on rigole un peu et dans le chat. Oui, franchement, je laisse l'idéaliste à Platon. Bah, sachez que les gens que vous défendez, les gens que vous défendez. Moi, il y a certains marxistes orthodoxes qui sont fans de Platon. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez. Et tu peux aussi parler de matérialisme. Surtout, mais encore une fois, c'est pas en mode début de dire Platon c'est nul. Vous dites Platon c'est nul, ça n'a pas de sens. Tu vois, mais je suis pas en mode c'est caca. Moi, c'est le rapport à l'idéalisme, tu vois, qui est projeté en mode c'est sale. Et puis même, tu vois, justement, c'est pour ça que moi, ça me dérange pas que Wissam travaille avec des gens qui réessayent de remettre l'idéalisme, tu vois. Mais en plus, il faut essayer. Quand justement, tu sais, il y a une forme d'idéalisation de la matérialité elle-même, tu vois. C'est pour ça que moi, il y a quelque chose de fascinant dans le gars dont on parle, il a lu tous les marxistes, c'est le marxiste le plus vénère possible. C'est vraiment truc. Et après, il a dit en fait, il a une culture marxiste absolument. C'est ça. Et qu'en fait, là, t'as un niveau presque. Moi, je peux presque, on dirait que c'est. Mais tu sais que t'as un niveau.
Tu sais, c'est que le marxisme, c'est tellement ta manière de penser que tu joues avec ce qui est censé être sa plus grande contradiction. Et il croit que c'est un truc au marxisme. En fait, c'est juste un jeu. En fait, il rejette rien que l'idée de ce que tu disais, du jeu intellectuel, de dire de comment je peux m'amuser, même si c'est vain, on s'en fout, de faire re-rentrer l'idéalisme dans mon marxisme. C'est jouer avec la pensée politique. Elle est malléable, en fait. Et c'est pas pour dire que va en émerger une solution politique, mais que de l'exercice, c'est peut-être une troisième, tu vois, et on revient à ce qu'on disait. C'est ce que j'appellerais un rapport expérimental à la pensée, tu vois. Et c'est expérimental. En plus, là, on a la chance de faire ça en public, tu vois. C'est-à-dire, si c'est gaze, ils vont le dire, tu vois. Ils disent, c'est éclaté. Et les gens, ils vont voir la vidéo. Demain, il y a des gens qui vont nous en parler, etc. Ils vont dire, mais attends, ce que tu as dit, c'est de la demeure, etc. Et on va pas monter sur nos grands chevaux, dire, non, c'était la meilleure idée. Mais non, c'est une idée que tu as eue sur le moment. Donc tu la corriges, tu vois, tu dialectises le truc et tu essaies d'expérimenter. Mais si tu dis dès le départ, non, ça c'est idéaliste, je vais pas y toucher, je vais pas essayer de revaloriser l'idéalisme, parce qu'on sait déjà depuis des années, ça a été dit par le dos que Marx a dit que l'idéalisme de Hegel c'est de la merde. Donc on en arrive à dire Hegel c'est tout pourri, c'est de la merde, mais par contre Marx, ça c'est purement bien. C'est complètement débile, c'est même pas le rapport que Marx lui-même avait à Hegel. Tu vois, c'est ça qui fait dire même à des gens comme Zizek que Hegel c'est finalement meilleur pour prédire l'avenir que Marx. Tu vois ce que je veux dire? Et je comprends ce qu'il veut dire quand il dit ça. On doit avoir un rapport expérimental à ce genre de truc. On n'est pas obligé de croire à 100% à tout ce qu'on dit. Oui, on dit des choses pour être contredit par une collectivité et pour essayer de dire quelque chose de plus proche de la réalité, de plus vrai, de plus juste, de plus efficace et qui aussi peut séduire les gens, qui leur donne de l'énergie, qui leur donne envie de parler davantage, de réfléchir davantage, de militer davantage, de s'engager davantage, tu vois. Et ça, c'est expérimental, tu vois. Et ce que tu dis est tellement en accord avec notre pratique du stream. Nous, c'est aussi pour ça que... C'est pour ça que je viens à chaque fois, parce que je sais que je vais bien m'entendre. C'est ça, parce que nous, c'est vraiment la conception du truc. Et moi, j'aime bien ce truc un peu de Twitch. Tu commences un peu... touche à tout, bon à rien. Et en fait, ce touche à tout, bon à rien donne une certaine liberté. Et en fait, la pratique du temps long, de parler en stream, d'avoir le retour direct du chat, de se permettre de un peu blablater comme il est. Ce qu'il a, en ce moment, c'est le surréalisme. Et il part et c'est Mark Fisher. Tu t'es mangé une balle perdue. Non, justement, au contraire, c'est un compliment. Ou pendant un mois, t'es sur Mark Fisher. Et après, tu croises Sandra Lucbert et tu dis, en fait, Mark Fisher, il est peut-être un peu trop dépressif, mais j'aime bien quand même ce qu'il dit. Et en fait, moi, je pense que les gens ont vécu avec toi. Ont vécu avec toi ta découverte de Mark Fisher. Comment tu l'as aimé, comment il t'a parlé sur la scène culturelle, comment après t'as remis en cause une partie de sa dépression qu'il a trop habité et comment tu l'amendes avec un nouveau truc. Et en fait, là, t'as des gens qui ont quelqu'un déjà qui est en rapport qui est moins surplombant, même s'il y a toujours un rapport surplombant en tant que ça, qui est moins surplombant, et avec des passions intellectuelles qu'ils nourrissent, qui viennent amender ce qu'ils pensaient avant, et qui se réamendent, et les gens voient ça, et je pense qu'ils ont ces compétences-là qui viennent avec toi, la découverte de Mark Fisher, le lien avec ta Sandra Lucbert, je sais pas quoi, mais du coup, dans leur vie, je pense que après, tu reproduis naturellement la plasticité intellectuelle de quelqu'un que tu vois faire comme ça, tu vois, du boulimie du truc, et de tout le temps te remettre en question toi-même. Bah c'est comme ça que moi j'ai l'impression. C'est juste que je ne sais pas faire autrement. Genre, c'est aussi personnel. Tu vois, j'ai un côté boulimique. Tu sais, il y a un truc qui va me passionner d'un coup. Je vais trop aimer et un jour, il va être acquis et je vais continuer à l'aimer tout en l'amant. Et il va se renourrir d'autres choses. Sûr. Et tu vois, il y a un truc d'étape par étape, de briquet de broc, quoi. Il y a un commentaire qui m'a beaucoup fait rire. C'est oui, mais de toute façon, vous réinventez la roue. Parce qu'il y a déjà des marxistes qui ont essayé de faire ça. Et ils ont été critiqués et décriés. Et maintenant, on y est revenu. Et t'es en mode, mais oui, mais. Et ça a produit quoi exactement? Même cette critique-là, même ces faits de décrier ces gens-là. Moi, ça me fait penser aux gens qui viennent, qui remontent les fils Twitter des gens pour voir ce qu'ils pensaient il y a quelques années. Tu sais, t'as ce truc-là il y a une espèce de tampon qui a été posé dans l'histoire. Et faut pas revenir derrière. Tu sais, genre, c'est vraiment en mode, ces gens-là ont été décrédibilisés pour toujours et rien n'en a été produit. C'est vraiment la terre brûlée, aride à la fin, etc. Alors qu'en fait, non. En fait, il y a des gens qui essayaient de penser leur époque en prenant... Et ça, c'est fini, en fait. Non, mais c'est ça. Ça n'a plus aucune pertinence aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait très bien que, par contre, reprendre à l'exacte mesure les textes de Marx et Lénine et de les appliquer à la lettre, aujourd'hui, ça n'a jamais été prouvé. Ça, c'est exactement ce qui a toujours marché partout. Au contraire, ça n'a jamais été une efficace nulle part. Des choses
choses sont restées. Même les erreurs sont fécondes, si vous voulez voir ça comme des erreurs. Voilà, et donc, en fait, c'est aussi ça qu'il faut se libérer de la gravité. C'est pas grave. C'est pas grave de penser, c'est pas grave de. Je rigole. Mais ça me fait penser j'ai oublié son nom. Parce que la gravité nous rend bêtes et tellement facilement ridiculisable. La raison pour laquelle ce mec qui faisait du shitpost dans les années 40 était le pire ennemi de Goebbels, c'est parce que les nazis se prenaient au sérieux et qu'il suffisait de mettre de la petite musique et de recouper les trucs pour les faire s'effondrer d'un coup, tu vois. Donc si ne faites pas la même erreur, ne faisons pas la même erreur que Goebbels. Oui, non mais parce que si tu te prends au sérieux, il suffit d'un petit élève au dernier rang qui se fout de ta gueule et ça en est fini de toi, tu vois. Cool. C'est ça. C'est vrai. Il suffit d'un rase. C'est des attitudes différentes, tu sais. Il y a des gens qui cherchent un maître. Il veut quelqu'un qui arrive devant chez eux. C'est ça qui avait fait le succès de Soral, si tu veux. Mais c'est même pas vous faire la... C'est le rapport à beaucoup d'influenceurs. C'est pour ça qu'on se met à cancel les gens. Soral, il a matrixé beaucoup de gens et c'est normal. Et tu vois, ça me fait rire. Ben oui, mais il y a des gens... T'as raison, t'entends plein de gens, aujourd'hui même des influenceurs, ils ont la prosodie de Soral, ils parlent comme Soral, etc. Je veux dire, il y en a plein. Tu vois, le rythme de parole de Soral, il a matrixé même beaucoup de gens, que ce soit à droite ou à gauche. Un discours du maître. C'est même pas pour parler comme Lacan, si tu veux, mais chez Lacan, il y a le discours du maître. Il y a des gens qui recherchent un maître. C'est-à-dire quelqu'un qui va leur dire, c'est comme ça, c'est pas autrement. J'en parle pour la dernière fois, mais le texte sur moi, le texte qui me descend là, c'était le discours du maître. Un rappel à l'ordre, c'est le discours du maître. C'est comme ça qu'on pense. Parce qu'au début, il dit que c'est pas un blanc qui corrige un noir. Non. Ouais, mais c'est il dit qu'il est obligé de préciser qu'il est blanc car il n'a pas envie de rentrer dans des rapports de domination. Ouais, genre. Franchement, c'est probable. Je m'en. Oui, je m'en tape vraiment. Je connais ton avis. Moi, ce serait trop facile de dire. Ce serait trop facile de dire que c'est raciste. Donc en tant que blanc. Ouais, tout ce que je veux dire, c'est je pense pas qu'un noir aurait fait un truc pareil, tu vois, je pense pas. Mais peu importe, tu vois. Si ça se trouve dans le texte, c'est des bons arguments et tout, tu vois. Il peut pas être aussi long et qu'il y ait que des mauvais arguments. Mais peu importe, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est le discours du maître. Et il y a des gens qui veulent un discours de maîtrise comme ça, tu vois. C'est-à-dire, c'est comme ça, c'est pas autrement. Si tu es dans un truc où tu te contredis, où tu essayes de faire en public une espèce de construction collective, peut-être qui va tomber dans des brèches, dans des murs, dans des embûches, etc., c'est pas intéressant. On veut le résultat. On veut pas la manière dont tu le fais. Moi, je suis désolé, mais quand tu parles de résultat, voilà, moi, ce dont lui il parlait, totalement. ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est essayer de faire quelque chose en public. Après, ça n'annule pas le rapport de maîtrise, forcément, tu vois, de professoral et tout. Tu es quelqu'un qui questionne et tu es pas quelqu'un qui arrive en disant c'est comme ça. Ça le contrebalance un petit peu, en tout cas, ouais. Ça essaye d'inviter les gens à penser par eux-mêmes au lieu de penser comme toi. Moi, ça me fait penser, parce qu'en fait, finalement, c'est quand tu recherches cette parole du maître, tu recherches le silence du doute. Tu veux ne plus douter, justement. Et moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Parole du maître, silence du doute. C'est beau, ça, dis donc. Je sais. Mais moi, c'est ce que j'aime justement. On vient pas de nulle part. Non, c'est ton intelligence. Ils sont cons. Ceux qui sortent de Sciences Po, ils sont cons. C'est pour ça qu'on t'a pris. Moi, c'est ce qui... Non, c'est mon côté protestant. C'est bon, arrête de douter. Moi, c'est ce qui m'a matrixé dans la théologie protestante avec laquelle je suis né. Il a un niveau d'évangélisation. Non, mais c'est qu'il y a une centralité du doute. C'est que tu ne peux pas avoir la foi si tu n'as pas de doute. Et qu'en fait, si tu ne doutes pas, tu n'as pas vraiment la foi. Et donc, le doute est nécessaire, mais qui n'est pas un doute de scepticisme, de rationalité zététique, etc., qui est presque un doute existentiel, qui te plonge tout le temps devant l'abîme. Et je pense que c'est ça un petit peu l'angoisse. La foi n'a pas de sens si elle est réelle. C'est là où être. C'est qu'avoir la foi, c'est souvent les trucs des athées en mode si Dieu est vraiment omnipotent, pourquoi il ne nous donne pas de preuve qu'il existe? Mais parce que s'il y a une preuve qu'il existe, c'est plus de la croyance. On peut plus croire en lui si on n'est pas libre de croire en lui, tu vois. On ne peut croire en lui que s'il y a des mécréants et que s'il y a des gens qui choisissent de ne pas y croire. Sinon, c'est de l'asservissement, c'est pas de la croyance. Et en fait, t'as un truc il faut croire au Dieu Norman Ajari, car il y a des faibles. Non, c'est que... Je rigole. Calmez-vous. Il a dit que persévérer. Il a dit que persévérer dans sa foi, c'est même douter de ce qu'on nous vend comme des certitudes. C'est pas le bon terme. On a besoin du libre arbitre. Oui, voilà, c'est ça. L'être a besoin de la possibilité du non-être. Voilà. Exactement. Non, mais c'est que, c'est qu'il y a besoin de, parce que c'est forcément c'est humain de vouloir quelqu'un qui va te donner des certitudes. Mais c'est rassurant. Il faut pouvoir, et je pense que c'est une étape, mais il faut pouvoir en revenir et pouvoir s'installer dans le doute aussi. J'allais deux questions et tu as le droit de omettre et de pas répondre à une des deux questions. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment de nouveau? Et est-ce que tu as vu la réédition et le dernier clip de Théodora?
T'as le droit de next une des questions. J'ai écouté la réédition, c'était vraiment bien. Après, parce que c'est toi qui m'as dit d'aller écouter Théo le droit, parce qu'à l'époque, je me souviens quand on avait fait l'émission avec Wissam et tout, ça m'a plu. Mais déjà à l'époque, tu vois, l'album, ça m'avait vraiment plu. Même déjà le premier son qui était un peu hyper pop et tout, j'avais vraiment été impressionné. Besoin d'aide. Freaky Nasty. De ces sons, c'est mon préféré, mais parce que j'aime bien l'hyper pop et je trouve que c'est de l'hyper pop vraiment de très très haut niveau. Et ce que j'écoute en ce moment, ce que j'ai énormément écouté hier avant d'aller au truc de la parole errante, c'est le son qui vient de sortir de Norsace, Papa Raciste. Le son Papa Raciste. Déjà juste parce que c'est le titre. J'ai pas un papa raciste, tu vois, mais par mon histoire familiale, tu sais, un membre de ta famille qui est raciste, c'est un bail, tu vois. C'est un bail pour moi. C'est un bail très très fort. Et donc juste ce titre, ça m'a matrixé, et certaines punchlines qu'il a mises après, c'est un son, tu vois, c'est un son un peu drill à l'ancienne. Tu vois, il n'a pas, en termes de placement et tout, il y a rien de spécialement extraordinaire, mais il y a beaucoup de punchlines. C'était un des meilleurs rappeurs pour moi du 6-7, mais qui a pas su capitaliser un peu sur l'image du collectif. Le morceau Bibi Lamèche de lui. Oui, Bibi Lamèche, oui. Et puis même à l'époque, avec le feat Freeze, Lalaïs, Jordi, c'était Berlusconi, c'était incroyable. Je l'écoutais tellement de fois et ça m'a fait rire. Parce que juste avant aussi, j'étais à Bordeaux, j'étais avec un pote qui est martiniquais, mais lui quand il parle, je comprends pas toujours tout ce qu'il dit, tu sais. C'est toujours intéressant, mais je comprends pas ce qu'il dit, il est toujours dans un trip. Et il m'a parlé de son papa qui est raciste, tu vois, qui est blanc et qui est raciste. Et lui, il est métis, tu captes. Mais je savais pas qu'il parlait de ce son, tu vois. Mais il parle tellement vite, je comprends pas ce qu'il dit. Mais il m'envoie des trucs, tu vois. Il m'envoie des informations, tu vois. Et après, sur Spotify, je découvre ce son-là. Et j'ai remis tous les wagons ensemble, tu vois ce que je veux dire. Ça a donné une espèce de signification métaphysique très bizarre, tu vois, que je peux pas partager en fait. Tu vois, je sais que vous pouvez pas comprendre en fait ce truc-là. Ouais. Mais juste ce son-là, il vaut quelque chose à tes yeux, il vaut quelque chose très personnellement, très intimement pour moi aujourd'hui, qui excède sa qualité. C'est plutôt un bon son, tu vois. Mais pour moi, il est tellement meilleur que pour n'importe qui d'autre. Je sais pas si tu captes. Mais ça, c'est les morceaux les plus précieux, ceux qui sont avec un souvenir. Tu sais qu'ils t'ont un souvenir et que dans lesquels tu peux te projeter, tu te projettes et que d'autres gens n'auront jamais ils savent pas l'entièreté du son. Voilà, c'est ça, tu vois. Parce qu'il y a mon pote maintenant dans ce son, tu vois, il y a notre interaction, il y a notre expérience commune. Et ça se trouve que Berlusconi. Mais parce que c'est Norsace Berlusconi. Oui, à la base, je crois, hein, si je me trompe pas. Ouais. Et tu lui raconterais ton anecdote, tu vois, gros, c'est exactement ça que j'ai ressenti quand j'ai vécu ça. Si ça se trouve, on a comment dire. Mais trop cool, mais putain, c'est rare de tomber sur des gens, enfin en vrai si, ils continuent d'avoir un public, mais tu vois, genre la dimension 667, j'ai l'impression qu'elle se meurt. Mais je sais, mais je t'avais déjà à l'époque, je t'avais dit, voilà, comme j'étais matrixé par Freeze, je lâche pas le truc. Mais moi je pense que les gens avant Menace Fantôme, pardon, les gens disaient que Freeze c'était fini, ils avaient ce discours. À mon avis, il va ressortir un album. Il va y avoir des retournements de veste. Il n'est pas encore au stade d'assaut de sa carrière. J'espère retourner ma veste parce que sur le dernier, je l'avais aimé en ayant des grosses déceptions vis-à-vis un peu de la forme musicale. Moi, ce que j'aime de Freeze, c'est ça. Et puis tu sais, les gros refrains qui durent pendant 1 minute, alors que Freeze, moi, ce que j'aime, c'est l'entendre kicker, tu vois, genre en mode. Mais toi, tu t'es jamais remis de Projet Bluebeam, mais je suis un peu comme toi. Oui, voilà, c'est ça, tu vois. Et puis parce que sur Projet Bluebeam, t'avais vraiment ce pont, tu vois, même les refs qu'ils pouvaient faire au rap du Sud ou Fredo Santana ou quoi, tu vois, et qui l'importaient en France dans tout ce que même pouvait y avoir de sombre, de sordide, etc. Et on s'y est habitué. Et moi, je trouve que LMF, c'était la claque que tu pouvais prendre après Projet Bluebeam. L'album d'après, franchement, les refrains se répétaient et m'ennuyaient malgré le fait que ça restait de qualité. Moi, j'ai été à son zénith et tout, c'était trop fort. Hein. Franchement, j'ai surkiffé et j'avoue que je m'ennuie. Et puis surtout, on va dire que moi, il y a un rapport à la subversion qui se perd quoi, avec lui. Alors là, il y a eu toute la polémique sur la tournée de ses zéniths interdites au même moment que... le 7 octobre, puis ce que prend la Palestine dans la gueule, quoi. Mais du coup, avoir... les prods surtout, non, mais ça va ensemble pour moi, PJZ, quand je parle justement de, même d'autres rappeurs américains, etc. C'est un rapport un peu novateur
innovateurs qu'il avait dans le rap français qu'il a moins. Et Des moi, j'ai prods à peur. dormir debout. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, des prods à dormir debout? J'arrive pas à savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Mais du coup, j'aurais tendance à dire que c'est des bonnes choses, des prods à dormir bah oui, c'est debout. Mais du hypnotisant, coup, ça marche. j'espère Bah qu'il oui. va pas tomber dans un travers de juste répéter parce que c'est quelqu'un qui se répète beaucoup. Et pour le meilleur, tu vois, même dans sa manière de formuler ses phrases, tu sais, même les analogies, parler de com, Ouais, bien le sûr. rapport à son imaginaire. Moi, ça très... m'a jamais Mais- dérangé. Ouais, ça me Le dérange fait pas. de Non, refaire ça la me même dérange pas. chose, il y a un côté c'est Le la- truc, le rapport à la c'est répétition, la ça donne différence, même c'est la du sens plutôt que différence ça le vide avec ENCE, lui. C'est ça que je ANCE. trouvais fort, c'est que son parcours, la manière dont il a été C'est du décrié bizarre. et aimé, a donné une valeur au sens de la répétition, là où chez d'autres personnes, tu sais, ça la vide. Ou en mode, à force de répéter, bah, t'es là en mode, oh, c'est gay, tu vois. Et du coup, là, j'ai peur. J'ai peur parce que quand il sort un son, bah, j'ai l'impression, enfin, tu Ça vois, a que ça toujours devient été un peu les feats. caricatural. C'est un quoi, mais- ricain. Entre les albums, il fait des feats où il prend un billet. J'espère, hein. Faut pas se matrixer sur ça. C'est comme les ricains, t'as des artistes ricains Ouais. où tu vois Juicy J, il a fait des feats avec des pop stars, comme avec des mecs du fin fond tu vois, c'est top ou flop. Il Et farme, quoi. Voilà, c'est ça, Il c'est farme. du farming exactement. Tu vois, je pense que lui, il avait vraiment cette vision-là, quoi. Ok. Quelque chose d'autre que j'ai écouté qui m'a intéressé, puisqu'on parle de ça, c'est le dernier projet de Wasting Shit, parce que ça j'aime bien depuis longtemps. Et c'était pas exceptionnel, mais il y a des sons que j'ai bien aimé, notamment le son ASSR2, il m'a particulièrement matrixé. Moi aussi, quand j'ai écouté, et ce que c'est ce que j'ai et retenu. ce que j'ai trouvé, c'est comment dire, je trouvais le son extrêmement brutal, alors que dans son flow il chuchote, tu vois, ça donne un effet. Tu vois ce que je veux dire, il y a une espèce les de bails un peu spoken word, etc. Ouais, normalement, Tu les bails disais l'autre spoken fois, word, j'aime pas t'as dit que tu trop, t'aimais etc. pas, tu vois, mais donc, justement, ouais, là, il a réussi. Je sais Ouais. pas, toi, je saurais pas te dire le procédé qu'il a fait. Tant mieux. Elle donne une espèce d'intensité macabre C'est à vrai. son flow, avec une espèce de petite voix comme ça, tu vois. C'est vrai. Alors qu'à l'inverse, normalement, quand ça fonctionne, surtout avec ce genre de beat, tu vois, un petit peu electronica et tout, c'est en criant, en allant dans le Dans la fright, saturation. en atteignant ça, tu vois. Et lui, c'est en atteignant ça. tu captes ce que je Ouais, veux je dire l'ai ou pas pas? Je suis écouté, vraiment ça d'accord. marche Pour bien. moi, Wasting Shit, ce qui est sous-coté, c'est le deliver, quoi. Ouais. Et qu'en fait, il y a des rappeurs, des artistes comme ça où, bon, il y a les textes, les prods, mais en fait, le deliver est ce qui fait, tu vois, ce qui fait Ouais. monter le truc et l'augmenter, et c'est ce qui reste au creux de ton oreille, quoi. Je suis vraiment, et surtout Exactement. sur le dernier, la recette se précise vraiment, quoi. Après, moi, ce que j'aimais dans ces anciens sons, c'est rare des rappeurs, des artistes dans le rap en France qui sont aussi sinistres, tu vois. Je veux dire, c'est très rare, tu vois. Par exemple, la phrase qui m'est restée, tu sais, parce qu'en plus, je sais pas si vous avez déjà été à Édimbourg, mais Édimbourg, c'est tellement gris, tu sais, c'est tellement. Moi, j'aime vraiment l'esthétique de cette ville, tu vois, mais parce qu'elle est tellement triste. Sa phrase. Je ferme les yeux quand je traverse, je garde les yeux fermés pendant que je traverse, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, je sais pas si c'est ce qu'il voulait dire, mais c'est comme ça que je le voyais, tu vois. Traverser la route avec l'espoir que tu vas te faire écraser par une bagnole, tu captes? Quand tu es dans ce genre d'atmosphère et tout, je me suis dit, ah, quelle phase exceptionnelle, quoi. Quelle phase exceptionnelle, je garde les yeux fermés pendant que je traverse. Personne d'autre fait ce genre de phase, tu vois, suicidaire, mais avec une telle subtilité, tu vois, je sais pas. Peut-être que j'exagère, tu vois ce que je veux dire, mais c'est une telle pudeur, tu vois. Il y a une telle pudeur, une telle élégance dans ce truc. Qui fait ça? Trop fort. Ok. C'est vrai, je suis d'accord. Bah, ça fait. En tout cas, bah voilà. Oui, bah ça fait trop plaisir, Norman. Les gens ils sont trop contents que tu dises tes Comme à goûts chaque musicaux. fois. En plus, on parle tout le temps de Ah rap. bah, et tout, donc, voilà, c'était la ils se petite- reconnaissent, ils sont trop là. Merci, C'était la- Norman. c'est- J'ai mais- des frissons. C'était Ça fait la plaisir. petite sœur la dernière fois. Maintenant c'est Wasting Shit. Voilà, Oui, c'est une ça. belle. Pour moi, c'est la plus belle scène en ce moment. Tu vois. Ouais, c'est clair. Ils font des choses vraiment. Même si aussi bien le dernier projet de petite sœur que le dernier Ah, projet. il est bordélique le dernier projet de Ouais, Petite je les ai Sœur. En même moins temps, la aimés que fin leur du précédent. projet, je l'ai bien aimé parce qu'il Oui. sort un peu de ce côté zapping. Je caricature, mais tu sais, les Mhm. prods, ils sont tellement pas brouillons, mais tu sais, ils te prennent tellement le cerveau que ça C'est devient ça. un générique, alors que justement, c'est ce que ça devrait ça. pas Ouais, donner c'est comme censé. son. Mais ça Mais- reste cool au final. Hein. Moi, j'ai bien Enfin, kiffé avec pour- Game Rose. Tu vois, c'est pas parce que j'ai moins aimé leur dernier projet que pour moi, c'est pas vraiment des immenses artistes. Oui, tu vois. oui. Vraiment des immenses artistes. Je veux dire, et probablement les artistes qui m'intéressent le plus dans le rap français. Je veux dire, j'ai hâte de leur prochaine sortie. Ouais. Parce que je sais que de A à Z, je vais devoir être concentré sur le bail, tu vois. Ah oui, ça, moi, c'est ça que j'ai bien. Le dernier Petite projet Sœur. Petite Sœur, Ouais, je ouais, suis c'est comme vrai. vous, j'ai un Mais peu moins t'es aimé, même obligé s'il y a d'être une ou deux concentré. tracks. Mais ce que j'aime bien,
c'est l'implication qu'on t'oblige à avoir. C'est pour tellement, écouter. il y a tellement de bruit, Et ça, un truc de, je ouais. ne vais, genre, tu n'as pas le droit de happé, ne quoi. pas. Ouais. De ne pas faire attention à ce que je te propose. C'est pas du easy listening, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça, j'aime bien quand on tu vois, quand on m'oblige à ça, de dire non, là, t'as pas de zone de confort. Il y a pas une oreille qui va traîner où tu vas rattacher avec des souvenirs musicaux, un truc de, là, je te sors de ça, quoi. Genre, je vais un peu gratter. Je vais un peu te déranger et tout, tu vois. Ça, j'apprécie vraiment. Et pour autant, c'est pas le projet que je vais le plus réécouter malgré tout, tu vois. Mais à la première écoute, je l'ai écouté 2 fois. J'ai vraiment été en mode quand même, voilà. il se passe un truc. Mais Wasting Shit, ce que j'aime bien, c'est que le niveau de sombritude me parle trop. Je pense que là, c'est vraiment un goût esthétique personnel qu'on a en commun, tu vois. Il y a un truc de la noirceur et le plaisir de s'y complaire et d'y trouver, d'y remettre une distance, tu vois. Parce que tu vois, la phrase sur je traverse la rue en fermant les yeux, pour moi, c'est ça, tu vois. Il y a une nonchalance du suicide, quoi. Un truc, même pas besoin. Je veux même pas y mettre d'efforts. C'est quand t'es dans ce moment, en fait, que beaucoup de gens, je pense, ont traversé. T'es pas au point où tu dis, je vais le faire activement, c'est pas possible. Tu vois, je suis pas encore au point où je vais faire une tentative. Mais t'es à ce point où tu dis, mais si maintenant je crève, c'est pas grave. C'est pas grave, ça, le truc. Pourtant, après, tu traverses la route, et tu vas pas forcément vraiment fermer les yeux. Tu vois ce que tu vas quand même regarder. Tu t'accroches. Mais voilà, il te fait ressentir cette expérience, il te fait te poser la question à quel point est-ce que tu tiens à ta propre vie. Mais c'est pas beau quand même d'écouter un son et de se poser ce genre de questions-là sur à quel point tu tiens à la vie ou pas. Et, tu vois, et justement, et en explorant ce truc super dark, finalement, ça t'oblige à te raccrocher un peu à l'existence finalement, tu vois. Et sur merci beaucoup. Norman, merci à vous, merci pour ton invitation. De toute façon, maintenant, c'est bon, ça y est, c'est la maison. Tu viens quand tu veux. Oui, t'es invité. Vous allez me voir. Vous allez me voir souvent et j'exigerai toujours ce genre de saucisson. Si vous me donnez pas ce genre de saucisson, je passerai pas la porte. Merci Norman d'être passé. Merci Norman. Vraiment, c'est important. T'es le seul mec avec qui on peut parler de philo, d'actualité politique, d'art et de relier les trois en même temps. Enfin, franchement, et parler de Wasting Shit. Non, mais Wasting Shit à la fin. C'est pas on parle de rap. C'est comme les mecs d'université qui n'ont rien écouté depuis. Oxmo Puccino, c'est très sympa. J'adore l'opéra Puccino. Ah oui, j'aime le rap. J'aime bien l'opéra Puccino. J'aime bien en plus, tu vois. Lilopette Bar, le mot préféré c'est Lilopette Bar. Alors ça c'est vraiment. Là il était au sommet de son art. Tu connais l'Hippopète Bar quand il est avec Jazz, sa tournée qu'il avait faite. C'est pas mal. Et moi, Osmo, je suis fan, genre vraiment. Quelqu'un qui dit que c'est ça son préféré. Red flag. Il y a un problème. Merci encore, franchement, c'est trop rare les personnes comme toi. Heureusement que t'existes. C'est vraiment mon plaisir.